3, 2, 1... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce mercredi, mieux que moi en tout cas avec ma crève, et ce mercredi vous connaissez, vous avez l'habitude, qui est le jour sur ma chaîne YouTube des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui je vais pas en faire beaucoup plus dans l'intro, vous connaissez, les lives en tier list ça fait un petit moment qu'on les fait, alors après les rookies, les sophomores, les meneurs et les arrières, place maintenant aux ailiers, les small forwards. Comme d'habitude on va les classer tous ensemble, le concept je vous l'explique juste après, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Où en sont les ailiers en NBA cette saison? Aujourd'hui, comme je le disais, on est là pour parler des ailiers en NBA. Donc vous voyez le visuel, je vous ai mis tout plein d'ailiers. Et en fait, c'est simple pour savoir ceux que j'ai mis. C'est tous les ailiers qui jouent au moins, enfin qui ont joué au moins 15 matchs depuis le début de la saison, avec un temps de jeu moyen égal ou supérieur à 27 minutes de jeu. Donc tous ceux qui étaient au-dessus de ces chiffres, ils ont passé le cut et ils étaient là. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de ces lives, ils savent comment ça marche. Comment j'ai décidé qui était small forward, qui était poste 3, qui était ailier. J'ai pris les postes qui sont tout simplement recensés sur Basketball Référence pour cette saison. Je parle pas des postes généraux, je parle des postes auxquels Basketball Référence associe ses joueurs cette saison. Maintenant, je me suis rendu compte, j'y tenais de me fier à Basketball Référence parce que je trouvais que c'était bien d'avoir un référent commun et quelque chose où on pouvait se raccrocher pour éviter des débats des postes que je trouvais inutiles. Mais je pense que cette année, je vais finir comme ça, parce que j'ai commencé comme ça. Mais l'année prochaine, je vais revoir, je sais pas encore comment je vais faire, mais je pense qu'il y aura des changements, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, Basketball Référence. C'est un site qui me sert énormément dans toutes mes vidéos. Mais là, je trouve, et notamment pour ce live-là, même si 2-3 fois, là, sur les autres posts, j'ai eu pas mal de désaccords, je vais dire. Mais là, pour les ailiers, je crois que c'est encore pire, et je vois que mine de rien, ça a ses limites de suivre à la lettre les posts de Basketball Référence. Donc c'était bien, moi, comme je disais, parce que ce débat des postes où je trouve qu'il est inutile, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de joueurs qui jouent un petit peu partout. Sauf qu'aujourd'hui, en vrai, quand je parle des postes 3, ça m'embête de pas parler des mecs comme Jason Tatum ou Kevin Durant, par exemple, qui pour moi sont des vraies références au poste 3, et que Basketball Référence a mis en poste 4. Donc comme j'ai dit, on va continuer à suivre ça pour cette saison, mais l'année prochaine, je pense pas, je verrai comment je ferai, et puis je me dis que c'est pas si grave. Tatum et Kevin Durant, on parlera d'eux au prochain live sur les power forward au poste 4. Donc c'est comme ça, mais croyez-moi, si vous avez des idées, dites-le moi, mais croyez-moi, je vais essayer de trouver d'autres choses pour trouver des postes qui me sembleront plus cohérents. Parce que là c'est pareil, même parmi ces postes 3, là, il y en aurait que j'aurais plutôt mis au poste 4, d'autres que j'aurais plutôt mis au poste 2, mais bref, on va pas en parler des heures, c'est comme ça, j'ai commencé cette année comme ça, et je vais finir cette année comme ça, avant de trouver d'autres solutions. Mais bref, pour revenir un petit peu au fonctionnement de ce live, pour ceux qui connaissent pas comment je vais faire les live tiers, comme vous le voyez, on a 5 échelons, les gods, les cracks, les bons, les average et les pas mal. Sachez que je vais vous demander d'être sévère. Pas mal, c'est déjà bien d'être dans le tir pas mal. Parce qu'en fait, c'est déjà bien d'être un joueur qui est dans cette liste. Ça veut déjà dire que tu joues 27 minutes en moyenne par match dans ton équipe. Et si tu joues 27 minutes, c'est quand même normalement que t'es un minimum bon. Donc si vous êtes pas sévère, on va se retrouver qu'avec des joueurs aux tiers 1, 2 et 3, et ça, ce serait dommage. Donc je compte sur vous pour essayer de les juger à leur juste valeur, sachant que dès le début, ça va être important, parce que les 2-3 premiers qu'on va placer, ils vont servir de référentiel pour tous les autres. Donc là-dessus, je vous fais confiance. Il va falloir bien les juger, et pour ça, de toute façon, il y aura des sondages, et en fonction des tiers que vous votez, moi je classerai les joueurs parce que c'est vous qui allez le faire, ce classement. Et pour le faire, il est essentiel de se rappeler une chose, c'est qu'on va juger juste de la saison en cours. On oublie ce qui s'est fait les saisons d'avant, on oublie ce qui peut se faire dans les saisons d'après, on oublie les attentes qu'on a envers les joueurs, on oublie le potentiel qu'ils peuvent avoir, on oublie leur salaire aussi. C'est pas parce qu'un joueur est super bien payé qu'il va être moins bon, même s'il va être décevant, c'est pas pour ça qu'on va trop le saquer, ou alors c'est pas parce qu'un joueur a un tout petit contrat et qu'il est bon par rapport à son contrat qu'on va le surestimer. Tout ça, moi je vous demande de décontextualiser un petit peu de tout ça pour juste juger vraiment du niveau à l'instant T, au moment M, comme vous voulez. Tout ce qui ne parle pas du niveau basket à l'instant T, on essaye de l'oublier pour faire le classement du jour. Donc comme vous le voyez, je vous ai pris les 25 joueurs qui correspondaient à mes critères sur Basketball Référence. Vous allez les classer. On a du boulot. Sachez que je vais vous les proposer par ordre croissant du temps de jeu, des minutes. Donc on va commencer par Corey Kispert, parce que c'est celui qui joue à peine plus de 27 minutes. On va finir par OG Anunoby, qui joue énormément chez Nick Nurse. Et puis voilà, on n'a plus qu'à partir, parce que je crois que je vous ai donné toutes les choses essentielles.
On commence par Corey Kispert, qui joue aux Wizards et qui cette saison tourne à 9 points par match, à 47% au tir au global et 41% de loin. Et ça, il suffit d'entendre ses stats et ses pourcentages pour se rendre compte que c'est un shooter extrême. C'est un mec qui est assez unidimensionnel, parce que c'est surtout un shooter, clairement, c'est quasiment que un shooter, mais c'est un mec qui est très adroit. Maintenant, c'est pas non plus un mec qui va prendre feu régulièrement, il a pas fait d'énormes perfs depuis le début de la saison, et depuis le début de cette campagne, il a jamais dépassé les 20 points, par exemple. Tout ça, c'est à noter. Par contre, c'est quand même un mec régulier qui va mettre ses 8-10 points à chaque match, qui va mettre ses 2-3 shoots de loin par match et qui va apporter son shoot et du spacing à ses Wizards qui finalement en ont besoin. Après, ce que j'aime en plus avec Kispert, c'est que c'est un joueur intelligent qui va souvent faire la bonne action. Ok, il est pas très athlétique, c'est pas un mec qui va créer, qui va beaucoup dribbler ou qui va attaquer le cercle. Ça, les défenses le comprennent un petit peu et forcément ça le limite. Les défenses savent très bien qu'il sera pas vraiment un danger balle en main ou quand il faudra créer. Mais quand même, moi je trouve que par son intelligence de jeu, par sa capacité à se démarquer, à prendre les écrans, il arrive régulièrement à s'ouvrir de loin, et mine de rien, avec son QI basket, il arrive aussi de temps en temps à faire un cut bien senti pour récupérer une passe et finir facilement près du cercle quand ça lui demande pas d'avoir trop de capacité de qualité athlétique ou de besoin de créer, parce que ça il sait pas vraiment faire. De l'autre côté du terrain en défense, c'est un petit peu compliqué, c'est pas ouf, mais il y a quand même des petits progrès qui sont notables, encore une fois, malgré son manque de qualité athlétique, même s'il a pas tous les outils, je trouve que son intelligence de jeu dans le placement lui permet au moins de faire le minimum. Clairement, si on fait le bilan sur Kispert, ce sera jamais une star, c'est sûr, mais je pense que ne serait-ce que grâce à son shoot, dans lequel il excelle, et même sa science du jeu, il pourra apporter dans toutes les équipes, même si, je le répète, forcément, je pense que toute sa carrière, globalement, il restera un joueur unidimensionnel. Pour Kispert, on va pas débattre longtemps, 100% des votes, tout simplement, vous l'avez au tier 5, vous l'avez mis au tier 5, et j'avoue, même si c'est un très bon shooter, c'est difficile de le mettre plus haut, on va pas débattre beaucoup plus. Kispert au tier 5, ça me paraît évident, et visiblement, ça semblait évident pour tout le monde. Deuxième joueur dont on va parler aujourd'hui, Herbert Jones, des Pelicans, qui cette saison tourne à 10 points et 4 rebonds à 43% au shoot. Donc lui, Herb Jones, on le connaît, c'est quand même un super défenseur, un sophomore qui excelle vraiment de ce côté-là du terrain. C'est un mec super polyvalent défensivement, qui peut switcher sur tous les postes, qui est assez solide pour protéger la peinture, mais qui est aussi assez mobile pour protéger le périmètre et pour même défendre sur des arrières pour dépanner de temps en temps, parce qu'il a une science du jeu, une mobilité, des déplacements latéraux qui sont suffisamment bon pour faire ça, et surtout, moi je trouve que défensivement, c'est un mec qui arrive à donner le ton à toute l'équipe des Pelicans, et c'est bien pour ça qu'il est titulaire. Moi, franchement, on le sait, de toute façon, vous connaissez Herb Jones, tout ça, c'est sa spécialité. Et tout ça, c'est très fort, c'est important d'y mettre un petit peu de crédit, normal d'y mettre de la valeur, n'empêche que je trouve que de son côté, ça reste aussi un petit peu unidimensionnel. Bien sûr, moi je pense que si les Pels sont top 5 dans le defensive rating en NBA actuellement, on a un Herb Jones qui a un vrai rôle là-dedans, clairement. Par contre, je suis un petit peu plus inquiet sur ce qu'il peut montrer en attaque. Il a des pourcentages qui sont très compliqués, c'est pas du tout un shooter, Herb Jones, il est à 42% au global, je disais tout à l'heure, mais il est qu'à 28% à 3 points, et ces derniers temps, en plus, ces dernières semaines, on l'a vu, en même temps que les difficultés des Pelicans, en plus, qui n'arrêtent plus de perdre, malheureusement, ces derniers temps, avec les blessures qui s'enchaînent, on le voit, il est en grosse crise de confiance, avec une adresse qui est complètement en chute libre, il met plus trop de shoot à 3 points, et ça se voit qu'il doute, il prend de moins en moins les shoots ouverts, et là, ça devient compliqué, et même les défenses lui laisse de l'espace parce que on va le voir, il va hésiter derrière la ligne à 3 points, il va pas forcément prendre son shoot et ça va rentrer que rarement, même quand il sera ouvert. Donc compliqué en attaque ces derniers temps pour Herb Jones, même si ça a jamais été un grand attaquant, je trouve que c'est encore plus compliqué dernièrement. Son rôle pourtant il est simple, lui on lui demande d'abord de défendre fort, ça il y arrive, puis de prendre les tirs ouverts et de proposer quelques cut-off balls. Tout ça c'est des choses qu'il sait faire, mais si ça rentrait un petit peu plus souvent, notamment de loin ou même sur certains de ses shoots à mi-distance, parce que c'est pas non plus un énorme créateur, mais si ça rentrait un petit peu plus en catch and shoot, ce serait quand même mieux pour Herb Jones. Pour l'instant, il est surtout efficace d'un côté du terrain. Maintenant, ce qu'il montre déjà défensivement, c'est excellent pour un sophomore. Mais là aujourd'hui, comme ça va être le cas pour tout le monde, on le juge pas en tant que sophomore, on le juge en tant que joueur NBA, et c'est dommage de se dire que oui, c'est un mec qui est un crack en défense, mais qui a autant de difficultés en attaque cette saison, alors que, mis à part l'adresse, il a tout, que ce soit le physique, les qualités athlétiques ou la mobilité, ça doit être un joueur qui pèse plus en attaque, et malheureusement cette saison je trouve qu'il a un petit peu de mal à peser dans ce secteur. Et donc pour Herb Jones, vous étiez tiraillé, un petit peu comme moi, vous hésitiez entre deux tiers, parce que vous étiez 54% à le mettre à un tir, et 43% à le mettre à un autre. Et les 54% le mettaient au tir fort, là où je l'aurais mis aussi. J'avoue que j'aurais pu hésiter avec le tir 5, mais je le trouve beaucoup
plus essentiel aux Pels que Kispert les Wizards. Même si en attaque c'est compliqué pour lui, sa défense elle est vraiment nécessaire à ses Pels, et c'est pour ça je pense que moi aussi je l'aurais mis au tier 4. Après il y a 3% quand même d'entre vous qui l'auraient mis au tier 3, ça je trouve que c'est un petit peu trop haut, mais un Jones au tier 4, ouais franchement j'aurais pu hésiter entre le tier 4 et le tier 5, mais vraiment quand je me rends compte de l'utilité qu'il a dans cette équipe de Nola, je me dis qu'un tier 4 c'est mérité pour Herb Jones, même si évidemment on aimerait qu'il fasse des progrès en attaque. Le prochain, c'est Bénédicte Mathurin, qui depuis le début de la saison tourne à 18 points et 4 rebonds. Bon, son adresse est pas folle, il est à 42% au tir et 32% à 3 points, c'est correct, sans plus, mais quand même, Mathurin, c'est quand même l'un des rookies super surprises de ce début de saison, qui a été drafté en 6 et qui répond à toutes les attentes qui étaient placées en lui, voire mieux. Malheureusement, eh ben c'est pas ça qu'on va juger aujourd'hui, on va pas juger de si un joueur répond aux attentes ou pas, on va vraiment juger de son niveau à l'instant T, comme je disais tout à l'heure. Et donc, Bénédicte Mathurin, quand on le voit jouer, c'est surtout un mec qui a une bonne science du jeu au scoring, qui est vraiment un très gros scoreur, qui s'est marqué de plein de façons, qui peut scorer aux 3 niveaux, c'est très fort. Comme je disais tout à l'heure, il tire à 32% à 3 points, c'est correct, même si c'était un peu descendu, je préférais ce qu'il montrait au shoot extérieur, où il était sûrement plus en confiance en début de saison. Là, il a connu un coup de mou ces derniers temps, et moi je préfère quand même quand il va chercher ses points près du cercle, même si finalement c'est moins catastrophique que ce que j'imaginais de loin. Après, il faut s'en rendre compte. Comme je disais, oui, c'est surtout un scoreur, c'est pas un énorme passeur, 1,4 passes par match, c'est pas beaucoup. C'est un défenseur qui est très correct, mais ça se voit qu'il est encore un peu naïf, qu'il a besoin d'XP, et voilà, donc oui, forcément Bénédicte Mathurin, même s'il prend aussi ses 4 rebonds par match, on va surtout le juger sur sa capacité à mettre des points, et ce qu'on voit c'est que c'est un joueur qui marche à la confiance, qui est très athlétique, qui court beaucoup en transition, qui a des appuis très forts, qui peut créer son shoot aussi, et qui peut aussi dégainer en catch and shoot. Vraiment, il a déjà une panoplie qui est folle, où il peut marquer dans toutes les positions, ça lui permet de faire des gros cartons. Il en a fait des matchs à 25-30 points, ça lui permet aussi de mettre des tirs clutch, ça il sait le faire aussi, mais comme je disais, moi je le trouve un petit peu moins constant ces derniers temps. Alors est-ce que c'est le rookie wall? Peut-être. Son adresse elle est sur courant alternatif, alors là ça fait 2-3 matchs juste avant le live où il a été bon, juste avant il avait fait 2-3 matchs où il était mauvais, alors qu'en début de saison c'était quasiment tout bon, donc il y a ce petit coup de mou, moi je trouve qui est notable. Maintenant voilà, si c'est vrai que ça peut paraître sévère vu qu'il est rookie, mais ça aujourd'hui on l'oublie, n'empêche que c'est un excellent rookie, mais vu qu'aujourd'hui on le juge parmi les grands lui aussi, et pas parmi les rookies, ou à l'époque quand on avait fait le live tier sur les rookies on l'avait mis au tier 1, là aujourd'hui ça va être compliqué d'être aussi haut, c'est déjà pas mal d'être dans cette liste parmi les rookies, même si ce sera pas le seul, et pour conclure, moi je dirais quand même, concernant Bénédicte Mathurin, c'est balèze d'avoir obtenu la confiance de Rick Carlisle pour une première saison, quand on sait à quel point ce coach n'aime pas forcément trop d'habitude donner de temps de jeu et de responsabilité aux rookies, et là Bénédicte Mathurin dans son rôle de 6e homme, il a vraiment la confiance de Rick Carlisle, et rien que pour ça, moi je trouve qu'il faut lui donner un minimum de crédit. Pour Bénédicte Mathurin, encore une fois, ça a été très serré, vous étiez tiraillé une nouvelle fois entre deux échelons, entre l'échelon 3 et l'échelon 4, et finalement à 6% près, même si on a eu 6% à l'échelon 5, ça moi je suis pas d'accord, on les annule du coup, donc ça se joue entre l'échelon 3 et l'échelon 4, et il y avait 50% à l'échelon 3 contre 44 à l'échelon 4, donc c'est à l'échelon 3 qui part, même si au final il y a autant de votes au 3 qu'à des échelons inférieurs, mais vu qu'on a fonctionné comme ça depuis le début de ces lives, on continue à fonctionner comme ça, on sélectionne l'échelon qui a le plus de votes, et c'est le 3, et c'est vrai que moi aussi j'aurais été tiraillé entre le 3 et le 4, il va falloir voir ce que ça donne une fois qu'on classera tous les autres dans le tableau, mais quand je vois ce talent qu'il a au scoring et le rôle qu'il a à Indiana, même si c'est un rôle de 6e homme, ouais, même si c'est surtout un scoreur, cet échelon 3 je crois qu'il est mérité, et je pense arriver à me détacher de ces attentes qui surpassent, et du fait que c'est un rookie et que j'ai envie d'être moins sévère avec lui, n'empêche que voilà, ces 18 points par match, ils sont très utiles à Indiana, une équipe qui gagne plus que prévu en plus, c'est pas une équipe de fond de tableau, donc oui, cet échelon 3 ça me va pour Bénédicte Mathurin. Le suivant, c'est Saddiq Bey des Pistons, qui tourne à 14 points et 4 rebonds depuis le début de la saison, qui a 40% au tir et 33% à 3 points. Donc lui, Saddiq Bey, c'est sa 3e saison en NBA. Encore une fois, là ça va être dans l'autre sens. On juge pas par rapport aux attentes, mais je dois pas le cacher, je suis un petit peu déçu de son impact dans une équipe comme Détroit qui est en fond de tableau. Lui, à la base, et il a fait un petit peu sa place en NBA pour ça, et grâce à ça, à sa sortie de Villanova, c'était un gros shooter, un mec qui pouvait envoyer des bombinettes à 3 points sans jamais en avoir marre, et ce qu'on voit, c'est que depuis sa saison rookie, son adresse de loin, elle est un petit peu en chute libre, et là, cette année, il est qu'à 33% à 3 points, c'est juste moyen, et c'est pas ouf. Ça, il en est conscient que son adresse, elle descend, il en est conscient qu'il est moins adroit que ce qu'il l'a été, et qu'il peut plus être le spécialiste du shoot qu'il a été tant que ça rentrera pas. Du coup, il a essayé de changer un petit peu son jeu. Il refuse de plus en plus de tirs de loin, ça se voit aussi
qu'il est en perte de confiance, et Saddiq Bey, j'ai l'impression qu'il en a besoin de cette confiance, et il attaque plus le cercle. C'est pas mal, ça compense un peu, mais clairement dans ce rôle je le trouve moins à l'aise que dans celui du shooter qui est excellent en catch and shoot. Et ça se voit en fait, moi je trouve qu'il doute sur sa sélection, il prend beaucoup de shoots difficiles, Saddiq Bey, et ça je pense que ça explique ses pourcentages. Plus il doute et plus il va se compliquer la tâche, et ça l'aide pas. Donc maintenant, on va pas non plus totalement lui jeter la pierre, il peut toujours mettre un shoot clutch de temps en temps, comme il l'a fait face aux Warriors là il y a pas longtemps, mais je reste quand même sur ma faim. Comme je dis, j'aime toujours ses capacités en catch and shoot, j'aime toujours sa faculté à se démarquer loin du ballon aussi, mais le problème, c'est que ça rentre pas, et son adresse, elle chute, et le problème, c'est qu'avec son adresse qui chute, il va de plus en plus essayer de créer pour lui, prendre des tirs en sortie de dribble, alors que ça se voit que c'est pas sa spécialité, ça se voit qu'il force un petit peu son talent de ce côté-là pour essayer de retrouver son rythme et sa confiance, sauf que c'est un petit peu un cercle vicieux, parce que ses shoots vont être plus durs, il va les rater aussi, et sa confiance, elle risque de chuter. Donc moi, je trouve que c'est pas mal, globalement, d'essayer d'adapter son jeu, mais il le fait peut-être pas de la bonne façon. Peut-être qu'il faudrait qu'il insiste encore plus sur l'attaque du cercle, même si c'est pas sa spécialité, peut-être qu'il faut qu'il le fasse encore plus, ou sinon, qu'il court encore plus, qu'il essaye d'aller chercher plus de points en transition pour mettre des points, et qu'il continue surtout à tenter des catch and shoot, et qu'il arrête de refuser des tirs ouverts comme il le fait ces derniers temps. Il faut pas qu'il oublie, à mon avis, le Saddiq Bey, que le catch and shoot et les tirs comme ça, où il va se démarquer, il va sortir d'un écran, recevoir la balle et dégainer, c'est ça son jeu. Donc moi je préfère qu'il se concentre là-dessus, même si ça rentre pas, plutôt qu'il tombe dans l'excès de pull-up qui vont être compliqués, qui vont faire chuter son adresse. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'imagine, d'autant plus quand t'es en crise de confiance, mais à mon avis ce sera la clé pour que Saddiq Bey retrouve son niveau, parce que pour moi c'est bizarre, mais de se dire qu'il est dans sa 3e saison, et pourtant je crois que je préférais son niveau de jeu quand il était l'année dernière, quand il était sophomore par exemple. Encore un vrai dilemme du coup pour Saddiq Bey, parce que tous les votes ont été entre le tier 5 et le tier 4, et c'est le tier 5 qui l'emporte de très peu, parce que vous êtes 52% à le mettre au tier 5 et 48% au tier 4. Moi c'est vrai que sur l'année dernière, je l'aurais mis clairement plus haut que le tier 5, j'aurais pas hésité à faire ça. C'est un défenseur correct, et ça il faut pas, c'est vrai que j'en avais pas trop parlé, mais ouais, l'arrivée de Bogdanovic lui a fait mal, ça lui a enlevé du temps de jeu, je crois que ça lui a fait perdre de la confiance, et on a un Saddiq Bey qui se cherche, et si on juge que pour cette saison, alors que je suis persuadé qu'intrinsèquement il vaut plus, mais vu que le but c'est de juger que sur cette saison, je crois que je vous comprends, même si moi aussi j'aurais hésité entre le 4 et le 5, et que peut-être potentiellement ce sera peut-être le meilleur du tier 5, j'arrive à comprendre cette décision, même si elle me déçoit, parce que j'aime beaucoup ce joueur, mais oui, un Saddiq Bey au tier 5, malheureusement, ça me semble assez cohérent. On enchaîne avec Michael Porter Jr., qui à Denver tourne cette saison à 16 points, 6 rebonds, 48% au tir et 40% de loin. Et moi je trouve que cette année, on en parle peu de MPJ, mais globalement en fait il fait une saison propre, là il est plutôt en bonne santé de façon globale, il score ses points avec efficacité et il a de bons pourcentages. Alors il est peut-être moins discret qu'à une époque, moi je me rappelle de cette époque après la blessure de Jamal Murray où il avait scoré à 27 points en shootant tout ce qu'il pouvait, mais aujourd'hui même s'il score moins et que comme je disais il est peut-être un petit peu plus dans l'ombre, je trouve aussi qu'il force moins, et ça c'est notable. En fait il s'inscrit très bien, moi je trouve, dans le fond de jeu des Nuggets, avec un Mike Malone qui l'utilise comme il faut, et lui peut-être qui est en train de prendre de la maturité et de trouver un vrai rôle. Alors c'est peut-être pas le rôle d'une star, mais c'est quand même un rôle super utile, mine de rien, dans une équipe qui est première à l'ouest. Donc lui, vraiment, de toute façon son jeu aussi on le connaît, c'est un scoreur né, qui n'a pas peur de prendre un tir, notamment en pull-up, il est très très bon pour créer pour lui-même, et même si parfois il prend des tirs un petit peu compliqués, et comme je disais, je trouve que c'est de moins en moins le cas, en tout cas ça a été pire, il connaît mieux ses spots, et surtout, même si ses tirs ils sont compliqués, là, il a un sens du panier de ouf, parce qu'il les met, 48% au global, vu les shoots qu'il prend, et 40% à 3 points, c'est quand même des pourcentages très propres, vu la difficulté des tirs qu'il est capable de prendre, soit en pull-up, soit en catch and shoot. C'est un mec qui utilise très bien sa taille pour minimiser l'impact des défenses, qui arrive très bien à dégainer de très haut pour shooter par-dessus les défenseurs, et qui finalement est dur à défendre, tellement il a de talent au scoring, et qui peut scorer aux 3 niveaux. Maintenant, voilà, lui c'est toujours un gros scoreur, toujours pas un gros défenseur, c'est toujours pas un gros passeur non plus, clairement, c'est un joueur qui joue beaucoup pour lui et pour ses points, mais comme je disais, malgré tout ça, il faut noter qu'il a gagné en maturité, qu'il a gagné en intelligence, qu'il respecte aussi plus le flow du jeu, et que, mine de rien, c'est très utile à cette équipe de Denver qui domine l'Ouest. Donc oui, voilà, surtout un scoreur, c'est sûr et certain, si on définit le jeu de Michael Porter Jr., mais peut-être un petit peu moins tête brûlée qu'avant, donc c'est peut-être pas la superstar que certains l'auraient imaginé quand il était au lycée, où je me rappelle, tout le monde s'attendait de lui qu'il devienne un super joueur en NBA, mais c'est quand même un vrai titulaire, qui peut vraiment apporter au scoring et pour mettre des points, et qui, en tant que finisseur, en bout de chaîne en tout cas, ou pour scorer des points, encore une fois, je le répète tout le temps, scorer des points, parce qu'en même temps, je sais pas comment définir le jeu de Michael Porter Jr. autrement, et de plus en plus, il arrive à s'inscrire dans un collectif, et ça, je trouve ça cool. Même si c'est que en bout de chaîne et que à la finition, je trouve ça quand même cool qu'il arrive à mieux adapter son jeu à un collectif comme celui des Nuggets. Alors, pour Michael Porter Jr., cette fois-ci, il n'y a pas eu trop de dilemme.
pas, il y a eu quand même plus de dilemme que Corey Kispert, vous étiez 100% à le mettre au tier 5, mais là vous êtes quand même 73% à être d'accord pour le mettre au tier 3, et moi je suis d'accord avec vous. Il y en avait 15% qui le mettaient au tier 4 et 12% au tier 5, je trouve que c'est super sévère de le mettre au tier 5. Tier 4 à la limite je peux le comprendre, mais il est quand même dans une équipe des Nuggets qui gagne, et pour moi c'est à mettre en valeur. Non, moi je me vois pas mettre un Michael Porter Jr. en dessous d'un Bénédicte Mathurin. Alors ceux qui pensent que Bénédicte Mathurin est trop haut, peut-être qu'ils auraient pu mettre Michael Porter Jr. plus bas aussi, mais moi ça me va. Si on a Mathurin là, on met Michael Porter Jr. ici, je me dis que ceux qui le mettent plus bas, c'est sûrement, mais après moi je veux éviter ça, mais c'est sûrement ceux qui ont trop d'attentes de lui à cause de son contrat et de la façon dont il fait mal au cap space des Nuggets. Mais excepté ça, et vu qu'aujourd'hui ça j'ai décidé qu'on le prenait pas en compte, ça reste quand même un vrai scoreur hein, qui est très talentueux dans ce domaine, et qui oui fait du bien à cette équipe de Denver qui est première à l'ouest. Donc pour moi c'est un tier 3 évidemment je pense. Le suivant, c'est Trey Murphy III des Pelicans, qui lui cette saison tourne à 12 points, 4 rebonds, 48% au shoot et 40% à 3 points. Et encore une fois, là on parle d'un très gros shooter qui est assez unidimensionnel comme on pourrait dire, mais pas du tout autant qu'un Corey Kispert par exemple. Mais moi si je dis unidimensionnel, même si c'est sévère, c'est que clairement il prend la grande majorité de ses tirs derrière la ligne. Mais est-ce qu'on va lui reprocher ça? Non, c'est vraiment un spécialiste du shoot, son adresse elle est impressionnante, et ses capacités pour se démarquer et sanctionner en catch and shoot, elles sont quand même assez dingues. Lui il arrive vraiment à profiter de la gravité que vont provoquer ses coéquipiers, hein, comme McCollum, comme Zion Williamson, comme Ingram, quand ils sont là, parce qu'ils sont pas toujours là, mais quand ces mecs là vont attirer les défenses, lui il se fera toujours oublier dans un corner ou à 45, et il va dégainer avec une confiance et une adresse qui m'impressionne. Pour moi, si on parle de shooter pur, si on regarde la mécanique et la réussite, c'est déjà l'un des meilleurs shooters. Alors je dis pas le meilleur, hein, mais il fait partie. Si on devait faire des tirs en fonction des shooters, moi je le classerais haut. Pour moi, dans les shooters purs, il se place très bien, parce que je trouve que dès qu'il a un petit peu d'espace, tu lui laisses ne serait-ce qu'un mètre, et il peut dégainer avec n'importe quel range, et pour lui en plus ce sera facile. Donc bien sûr, maintenant c'est pas un joueur qui va créer pour lui, encore une fois, c'est surtout un mec qui va sanctionner en bout de chaîne une fois que le ballon aura circulé, ou qu'il aura profité de la façon dont les autres attirent les défenses. Il va profiter des qualités de création des autres plutôt que de créer pour lui. Mais dans ce rôle-là, franchement, aux Pelicans, moi je trouve qu'il se régale. Donc oui, je pense qu'il a vraiment besoin d'un système autour de lui. Il a besoin d'autres joueurs qui vont créer, d'autres joueurs qui attirent les défenses. Mais quand il est entouré par les bonnes pièces, moi je le trouve très utile. On a un Willie Green qui lui fait énormément confiance pour tous les tirs. Il peut faire de jolies séries. Et même si on aimerait qu'il améliore sa création et son handle pour passer au step supérieur, et que oui, c'est surtout un shooter de fin de système également, qui va attendre plein de choses, pour moi ça reste quand même un très bon joueur dans son rôle, qui a une vraie utilité en NBA quand on aime les shooters, quand on aime le spacing, et qui fait vraiment du bien aux Pels, qui ont besoin de shooters. De toute façon, à partir du moment où t'as un joueur comme Zion, t'as besoin de shooters, et Trey Murphy répond très bien à ce rôle, et ce costume il l'enfile très bien je trouve. Et pour Trey Murphy, pas trop d'hésitation, et vous allez le mettre à côté de son copain des Pelicans, Herb Jones, et c'est vrai qu'on en parlait dans le chat, on a deux joueurs qui viennent de la même draft et qui sont super complémentaires. Quand on a un Herb Jones qui défend surtout, alors Murphy il défend un petit peu mieux, moi je trouve que Murphy est meilleur en défense que Jones ne lui en attaque, mais ils se complètent un petit peu, les qualités de l'un sont un peu les faiblesses de l'autre et vice versa, et c'est vrai que ces deux joueurs se complètent. Mais bref, du coup c'est pas la question aujourd'hui, mais je trouve que c'est bien de les mettre au même niveau, parce que tous les deux ont une vraie utilité et un rôle qui est assez important pour les Pelicans. Donc vous êtes 68% à le mettre au tir fort, vous étiez 32% à le mettre au-dessus, pourquoi pas, c'est vrai qu'il a un QI basket de fou, ça aurait pu se discuter au tir 3, moi je vois pas de blasphème à le mettre au tir 3, mais je pense que si j'avais voté, je l'aurais plutôt mis au tir 4 également, parce que ça me semble un petit peu léger, j'aimerais bien un petit peu plus de création pour ça, et peut-être un petit peu plus de scoring, parce que 12 points c'est bien, mais ça suffit peut-être pas pour être au tir 3 quand t'es surtout un shooter en bout de chaîne. Mais voilà, enfin, un bon tir 4 pour Trey Murphy, moi ça me va bien, et je respecte ceux qui l'ont voté au tir au-dessus, au tir 3. Prochain joueur, Keegan Murray des Kings, qui tourne à 12 points, 4 rebonds, 45% au tir et 42% à 3 points. Donc encore un rookie, après Bénédicte Mathurin, et encore un rookie qui m'a surpris et qui à mon avis, s'il a son temps de jeu, c'est plutôt mérité. Parce que lui, moi à la draft, je le voyais plutôt comme un intérieur polyvalent, et en fait, peu à peu, il s'est transformé en sniper de loin qui était très adroit, un mec qui prend finalement plus de 60% de ses tirs derrière la ligne, et franchement, je n'imaginais pas, alors je savais qu'il pouvait shooter de loin, mais avec autant de réussite et tant de
de volume, ben, je pensais pas. Et pourtant, ben, c'est ce qu'il fait régulièrement. À chaque match, il va être à droite de loin, il va prendre ses shoots, il peut les créer aussi, et il peut marquer aussi en catch and shoot. Et cette panoplie de tirs de loin, je la trouve impressionnante, et elle m'a agréablement surpris chez Keegan Murray. Et pourtant, ben, ce qui est dommage, entre guillemets, alors c'est très sévère pour un rookie de dire que c'est dommage, c'est de me dire qu'en vrai, il vaut bien plus que ça. Alors on a un Mike Brown qui aime bien quand il joue le rôle de floor spacer, et c'est ce qu'il joue un petit peu aux Kings, et il y a sûrement besoin de ça aussi. Mais moi, ce que j'apprécie aussi, et ça il l'a montré de temps en temps, c'est que Keegan Murray, quand tu le laisses un petit peu plus libre dans son jeu, et que lui a envie de se libérer aussi, et a envie de sortir dans ce rôle, je crois qu'il se met lui-même dans ce rôle du shooter, et bien sur certains flashs, il est capable de très belles choses, et sur certains matchs, il est capable de matchs de ouf, hein. Il nous a mis, je me rappelle, hein, face à OKC, il a mis 29 points, il a pris 14 rebonds, là c'était un match de grand malade, et ça, je mets ça sur le dos peut-être du fait qu'il soit encore rookie, qu'il ait une certaine timidité, que pour l'instant il veuille pas trop déranger, il reste derrière la ligne à 3 points, il sait qu'il va les mettre, donc on va pas lui en vouloir, mais c'est presque dommage de se dire qu'il pourrait faire bien plus s'il était encore plus agressif. Donc ouais, le talent il est présent, j'ai envie de dire, si je résume cette pensée là, mais des fois il se cache peut-être un petit peu trop au périmètre. Donc pas sûr que ce soit que de la faute de Mike Brown, comme je disais, je pense que lui aussi a une part de responsabilité, et ça se voit, il a vécu une petite chute de morale en début de saison, où ça allait moins bien, il mettait moins son shoot, c'est un joueur qui a besoin de confiance, c'est normal pour un rookie aussi, pour l'instant il se cantonne à ces choses qu'il sait faire, mais quand il est en confiance, et quand il se sent capable de créer, quand il est agressif, il est capable de faire bien plus de choses que seulement shooter sur le terrain. Cette vraie polyvalence, elle est présente, mais il l'utilise pas assez, il est grand, il est adroit, il est athlétique, il a de bons appuis, il semble pouvoir aller au cercle à peu près quand il veut aussi, moi je trouve ça fort, mais malheureusement cette qualité-là, cette force-là, il l'utilise peut-être pas assez. Et c'est un petit peu dommage, ça crée une petite irrégularité chez Keegan Murray. On aimerait qu'il soit plus volontaire, qu'il attaque beaucoup plus le cercle, en tout cas qu'il le fasse à tous les matchs, qu'il ait un volume de jeu plus important dans d'autres domaines que le shoot, mais voilà, après, est-ce que je vais vraiment lui reprocher ça? Parce que non, quand je vois à quel point il met ses tirs de loin avec un pourcentage de 42% au global, ok, moi je me dis que même s'il se cache un petit peu dans ce rôle, il n'y a pas trop de quoi se plaindre, parce que son taf il le fait globalement, et respect à Keegan Murray pour ça, même si, dans le futur, à mon avis, et on va pas juger là-dessus, hein, mais dans le futur, il sera largement capable de scorer plus que ses 12 points par match. Allez, pour Keegan Murray, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un dilemme, et là, il y en a eu vraiment un. Bon, on va enlever les 8%, les quelques fans de Keegan Murray ou des Kings, 8% qui l'ont mis au tier 1, ça c'est du troll, donc on annule ça tout de suite et ça va pas compter, ou c'est du troll ou du fanatisme pire, on sait très bien que Keegan Murray mérite pas le tier 1, donc on va garder que les pourcentages sur les autres, et on a 48% d'entre vous qui l'ont mis au tier 4 et 44% au tier 3, donc vraiment encore un dilemme, c'était entre le tier 3 et le tier 4, moi, je cache pas que j'aurais eu envie de le mettre au tier 3. Je pense que je préfère un poil Mathurin. Si je devais faire ma rookie race, je mettrais Mathurin devant Keegan Murray, mais pas de beaucoup. Maintenant, ça s'entend aussi de le mettre au tier 4. Non, vraiment, j'aurais hésité comme vous. Là, en vrai, 4%, ça s'est joué à une seule voix près. Donc vous étiez, vous étiez autant à le mettre au tier 3 qu'au tier 4. J'ai beau y réfléchir. Ouais, peut-être que Michael Porter Jr. et Bénédicte Mathurin, je les mets un poil devant Keegan Murray quand j'y réfléchis. Donc allez, j'aurais peut-être voté tier 3, mais en fait tier 4, je trouve ça assez cohérent. Et je suis assez d'accord en plus pour dire que Bénédicte Mathurin est devant Murray, et le mettre avec des gars comme Herb Jones et tout. Ouais, ça me va. Vraiment, en fait, finalement, ça me va de me dire qu'il mérite le tier 4 à l'heure actuelle, mais je suis persuadé qu'il devrait monter dans les années à venir. En tout cas, il a le potentiel pour. La suite avec Reggie Bullock des Mavericks, qui lui, cette saison, je me demande si c'est pas le plus faible scoreur de toute la liste, parce qu'il tourne à 6 points, il prend 3 rebonds, il tourne à 37% au tir, et 35% de loin. Alors 35% de loin, c'est pas catastrophique, mais le reste c'est pas ouf non plus quand même, et ça fait un petit peu flipper pour un joueur comme Reggie Bullock. Lui, c'est quand même le prototype du 3&D, mais le problème, c'est qu'il a plus trop le 3 cette année. Il est en train de vraiment perdre sa confiance en attaque, je trouve. Il tire plus que de loin, et sa réussite de loin, elle est aléatoire, et comme je disais, s'il tourne à 6 points par match, c'est très faible pour un joueur comme lui. Il a perdu sa place de titulaire, en tout cas il l'a plus à chaque fois à Dallas, et c'est dommage, parce que moi je trouve que quand il est à son niveau, Reggie Bullock, c'est le fit parfait autour d'un joueur comme Luka Doncic, le mec qui défend et qui peut mettre de loin en catch and shoot. Normalement c'est exactement le genre de joueur qu'il faut à côté de Luka, mais quand il met pas ses shoots, forcément il est beaucoup moins utile. Après, il sait ce que c'est que de défendre très fort, et là-dessus moi je veux lui donner du crédit quand même. Il prend du plaisir énorme à éteindre un gars, il est
agressif, il est toujours focus de ce côté-là du terrain, il fait que peu d'erreurs, et tout ça c'est très bien, et son impact défensif, je veux vraiment mettre du crédit là-dessus, mais quand t'as pas l'adresse ou l'impact offensif qui va avec, ben ça a moins de valeur. Quand t'es quasiment invisible en attaque, mais t'as beau être un super défenseur, tu pénalises un peu ta team quand tu joues à 4 de l'autre côté du terrain et quand tu vas pas mettre tes shoots. Alors j'exagère quand je dis jouer à 4 parce que au moins il va créer un petit peu de spacing, parce que les gens, même si cette année il va pas mettre de shoot, les défenseurs vont monter sur lui, et rien que ça c'est utile, cette présence. Mais ce serait bien quand même qu'il mette ses shoots, et bien sûr que s'il fait quasiment que shooter de loin en attaque, et bien on attend des pourcentages qui sont pas loin d'être élites, et là ils sont loin d'être élites. Là moi je trouve qu'il est dans le doute un petit peu, et ça se voit, la perte de confiance elle est flagrante, il précipite beaucoup de tirs, il se pose peut-être des questions un peu trop, donc il prend le shoot dès qu'il a la balle, et sans même prendre le temps de poser ses appuis, et ça se voit même dans sa mécanique qui est moins régulière que ce qu'elle l'a été. Il est en difficulté cette saison, Reggie Bullock, avec son tir. On a un kid récemment qui a dit qu'il voulait que Reggie Bullock soit plus lui-même, et c'est vrai que là pour l'instant on le reconnaît pas, parce que c'est un mec qui est capable de beaucoup mieux en attaque. Maintenant voilà, on sait que dans le basket, dans la NBA, l'adresse ça va, ça vient, et Bullock il devra retrouver cette adresse au plus vite s'il veut être efficace et s'il veut être utile offensivement du côté de Dallas. Quand il est en confiance, comme c'était le cas il y a quelques semaines face à Portland, où il nous a sorti un 8 sur 10 de loin, c'est excellent, il est super utile, c'est le joueur qu'on veut, c'est exactement le style de joueur qu'il faut à Dallas, je le disais. Mais maintenant, des perfs comme ça, je vais pas lui demander de faire 8 sur 10 à chaque fois, à chaque match, mais moi je veux qu'il me mette des 12, 13, 15 points même de temps en temps, avec plus de régularité. Donc oui, sa défense est excellente, c'est certain, et je suis complètement d'accord pour soulever ça, mais moi ça me suffit pas, parce que quand tu te cantonnes que au tir à 3 points en attaque, ça devient rédhibitoire si t'arrives pas à mettre dedans. Allez, pour Reggie Bullock, pas trop d'hésitation, hein, vous le dites dans le chat, qu'est-ce qu'il est mauvais cette saison lui? Moi je trouve ça un peu sévère de dire qu'il est mauvais parce qu'il apporte toujours en défense, mais je suis quand même d'accord avec 79% d'entre vous qu'il mettait au tir 5. Vous étiez 17% à le mettre au tir fort, 3% à le mettre au tir 3. Tir fort à la limite je peux l'entendre, vu sa défense qui est élite, mais le problème c'est, comme je le disais, ça suffit plus, et s'il perd du temps de jeu, et s'il perd son rôle de starter peu à peu, c'est aussi parce qu'il met pas ses shoots. Donc oui, il est capable de bien mieux, et ça il le montre de temps en temps sur certains flashs, mais à lui de le faire plus régulièrement. Je suis sûr qu'il a intrinsèquement il a le niveau pour viser des tirs plus haut que le tir 5, mais malheureusement là, on l'a déjà vu les saisons d'avant, mais malheureusement on juge que sur cette saison, et sur cette saison le tir 5 me paraît cohérent malheureusement, même si ça fait un peu mal au cœur concernant Reggie Bullock. Maintenant on parle de Max Strus du Miami Heat, qui cette saison tourne à 13 points, 4 rebonds, 2 passes, 38% au tir au global, c'est pas ouf, mais bon, il prend aussi beaucoup de shoots de loin, et il tourne à 33% de loin. Et c'est vrai que quand on pense Max Strus, on pense d'abord au shoot, et c'est normal parce que, ce que je disais, les 3/4 de ses tentatives sont derrière la ligne, donc forcément on pense au shoot. Mais comme je disais, ses pourcentages sont pas ouf non plus, et c'est pas digne d'un expert du shoot, en tout cas ces pourcentages, 33% de loin, c'est pas élite, c'est pas un expert. Par contre moi je trouve que quand on parle que de shoot, et qu'on veut évoquer Max Strus, on passe à côté de quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'on sous-cote un petit peu sa polyvalence, et si Spoelstra lui donne du temps de jeu, moi je pense que c'est pour ça, c'est justement parce qu'il est pas utile que pour le tir de loin. Ok, pour le scoring c'est clair, c'est quasiment que du catch and shoot, n'empêche qu'il a une vraie place dans l'attaque, il a un bon QI basket, il a une bonne capacité aussi à faire circuler la balle, et je trouve que c'est encore une espèce de role player que Erik Spoelstra est allé choper tout au bout de son banc, et qui arrivera à occuper quasiment tous les rôles qu'on lui donnera, en étant utile dans tout plein de petites choses, et qui peut être aussi bien à l'aise en tant que titulaire qu'en tant que joueur qui sort du banc, parce que c'est des rôles qu'il a occupés cette saison, et à chaque fois ça lui va. Moi je trouve que globalement, même si son adresse au shoot mériterait d'être meilleure, mais globalement il joue bien, il joue intelligemment, il fait les bons choix, il prend les bonnes décisions, et en défense c'est plutôt pareil. C'est pas le mec le plus athlétique, c'est pas le mec qui va avoir les bras les plus longs du tout, mais il va compenser avec son placement, avec son cerveau, comme je disais, il va faire attention aux détails qui vont pas se voir forcément dans les stats. Et à Miami on aime beaucoup ça, et c'est pas par hasard qu'on lui donne du temps de jeu. Donc comme beaucoup au Heat, moi j'ai l'impression, comme beaucoup de ces role players que Spoelstra a trouvé, c'est pas sûr qu'il brille un jour dans une autre équipe, parce que c'est un mec qui dépend aussi à fond du système, et qui justement a cette espèce d'aura, de charisme du role player qu'on adore à Miami. C'est peut-être un petit peu le genre de joueur qu'on pourrait complètement oublier, et qu'on se disait mais bon, on l'a vachement surcoté et on va lui donner un gros salaire, alors qu'il aurait été bon que dans le système de Miami. Je suis peut-être un peu sévère, mais on a tellement vu des joueurs qui sont passés au Heat et qui ont correspondu un peu à ce profil, que Max Strus on pourrait penser que c'est ça. Donc vaut mieux qu'il change pas d'équipe a priori, mais n'empêche que dans l'impact, en tant que role player au Heat, moi je trouve qu'il mérite son temps de jeu grâce à son envie
survie, grâce à sa combativité et grâce aussi à son faible nombre d'erreurs des deux côtés du terrain, et ça mérite d'être mis au minimum en valeur, même si évidemment Max Strus c'est pas plus qu'un role-player, même pas un role-player de luxe, mais un role-player intelligent, et c'est déjà ça. Et allez, pour Max Strus, globalement on est sur un accord aussi a priori, ça se jouait entre le 4 et le 5, et c'est pareil, c'est les deux tirs entre lesquels j'aurais hésité, mais il y a quand même le 4 qui se dégage un petit peu avec 61% des votes qui vont au 4, 39% vont en dessous. Ouais, j'aurais hésité aussi, mais pour sa capacité à avoir de l'énergie, à être impliqué aussi dans le jeu de Miami, je pense que je l'aurais mis au tir fort, même si peut-être à la fin, ça fera partie des moins bons joueurs de ce tir fort. Ça me va de le mettre là pour, voilà, pour récompenser son énergie, sa volonté et sa motivation sur le terrain. Maintenant, Kawhi Leonard, 21 points, 6 rebonds, 4 passes depuis le début de la saison, à 51% au tir et 34% à 3 points. Là, c'est une situation compliquée et un cas qui va être difficile à évaluer, je trouve. Parce qu'on a un mec qui sort de plus d'un an d'absence et qui est toujours pas à 100%, ou peut-être qu'il commence à l'être maintenant, mais qu'il a pas été pendant la plupart des fois où il a joué cette saison, et régulièrement, il a été économisé, il s'est blessé, je pense qu'on a largement pris le temps de le remettre sur le terrain aussi pour pas aggraver sa blessure, pour essayer de faire en sorte qu'il soit au maximum en forme en fin de saison, quand les matchs importants arriveront, ou même pour les playoffs. N'empêche que, là, quand il joue et qu'il a du temps de jeu, d'autant plus dernièrement, il reste toujours très bon. Alors c'est peut-être plus le Kawhi d'avant, qui avait un niveau de candidat MVP, je pense qu'il joue juste pas assez pour ça, de toute façon, il est pas assez dans le rythme, il a pas assez de minutes, on l'économise trop, mais quand même, là on a un joueur, et encore plus ces dernières semaines, qui est à nouveau très régulièrement capable d'atteindre les 25 ou 30 points, ça il le fait de plus en plus souvent, tout en étant très performant en défense. Alors c'est peut-être plus aussi élite qu'avant en défense, même si ça reste toujours très correct, il a peut-être plus les mêmes qualités athlétiques qu'avant après ses blessures, mais n'empêche que il fait largement le taf grâce à ses bras énormes et à sa science du placement, sa science du jeu et son anticipation, et rien que ça fait de lui toujours un très bon défenseur, même s'il est peut-être plus autant candidat qu'à une époque pour les All Defensive Team. Moi là où je le trouve impressionnant, le Kawhi Leonard, c'est pour sa capacité à finalement être performant sans donner l'impression de forcer ou de faire des efforts. Il est limite flegmatique sur un terrain, de toute façon on le connaît, c'est pas le mec qui est le plus bavard ou le plus communicant, ou qui va jouer avec le plus d'émotion. N'empêche que malgré ça, même si t'as l'impression qu'il est toujours en première ou en deuxième vitesse et qu'il pourrait aller jusqu'à la 4 s'il voulait, mais pour l'instant il reste toujours très polyvalent, il est toujours capable de tout faire, et malgré sa montée en puissance récente, qui est notable, moi je cache pas que de temps en temps j'aurais aimé qu'il se montre un petit peu plus agressif, qu'il retrouve un petit peu son instinct de tueur qu'on lui connaissait à Toronto. Donc ouais, c'est peut-être que c'est juste le fait qu'il soit pas expressif qui donne cette impression là, mais je crois aussi que les Clippers ont besoin de lui en tant que leader, et là maintenant qu'il se réaffiche en tant que leader, peut-être pas dans le charisme et dans la communication, mais au moins en tant que franchise player sur le terrain, mais ça va mieux chez les Clippers. Donc oui, c'est toujours un joueur excellent, et ça il le montre encore plus dernièrement, avec un mois de janvier à 27 points par match, où peu à peu on retrouve le vrai Kawhi, mais là j'avance, les soucis de santé l'aident pas, et voilà, moi je pense qu'il peut encore jouer à son meilleur niveau, ça j'en suis à peu près sûr, mais je pense que pour que je sois définitivement convaincu, il va falloir qu'il le montre sur un plus gros échantillon que juste le mois de janvier, parce que avant le mois de janvier, je le répète, il a de vraies excuses, c'était parce qu'il était économisé, et parce qu'il avait des pépins de santé, et parce qu'il n'était pas à 100%, mais avant le mois de janvier, je retrouvais pas le visage de Kawhi, du Kawhi élite qu'on connaissait avant. Donc après maintenant, il n'y a pas de secret, je crois que c'est plutôt volontaire de sa part, c'est même plutôt volontaire de la part des Clippers. C'est comme ça, là, il va falloir faire le minimum, essayer d'aller en play-off, et là, j'aurais pas de doute, enfin, on va le voir, à mon avis, s'il reste en bonne santé, s'il se reblesse pas, on va le voir, le nouveau Kawhi. Mais pour le moment, j'aurais peut-être besoin de plus encore d'indicateurs et de plus de durée à ce plus haut niveau pour m'enflammer complètement et me dire que ça y est, on a retrouvé l'ancien Kawhi. Les Clippers ont besoin de lui, je pense, et ça se voit, mais voilà, moi je veux quand même garder que quand il est bon, on a une toute autre équipe, et justement, peut-être qu'il a pas été assez présent ou assez bon sur le début de saison, ou en tout cas avant le mois de janvier, pour permettre aux Clippers de truster les premières places de la conférence Ouest, comme ils sont capables de le faire en fait. Et pour Kawhi Leonard, alors il y a encore une grande majorité qui est d'accord, et vous êtes 71%, ce sera le premier au tier 2, mais 71% à le mettre au tier 2. Vous étiez 17% à le mettre au tier 3, ça je trouve ça trop sévère, 8% à le mettre au tier 1, franchement c'est compliqué, parce que oui, là en ce moment il joue au niveau d'un tier 1, mais il l'a pas fait assez longtemps, et il a pas été assez présent je trouve, pour revendiquer un tier 1 no-brainer. Donc oui, clairement, depuis le mois de janvier pour moi c'est tier 1, mais si on juge depuis le niveau de la saison, je suis d'accord avec les 71% qui l'ont mis tier 2. Après on avait 4%
34% qu'il avait mis au tir fort, ça c'est beaucoup trop sévère, je pense, pour Kawhi Leonard. Donc pour moi, c'était entre le tier 1 et le tier 2, mais vu que le mois de janvier est trop faible comme échantillon, je pense qu'il peut remonter au tier 1 s'il continue à monter en puissance sur le reste de la saison, mais j'aurais besoin qu'il montre ça plus longtemps, en tout cas depuis plus tôt, pour le juger et pour le mettre à cette place. Quoi qu'il en soit, le niveau, il est toujours là, il va juste falloir qu'il joue plus et qu'il soit en bonne santé pour y être définitivement à cet échelon numéro 1, je pense. Maintenant, DeAndre Hunter des Hawks qui cette saison tourne à 16 points, 4 rebonds, 46% au shoot et 38% à 3 points. Et au premier abord, là, on a un DeAndre Hunter qui fait une bonne saison, probablement sa meilleure en carrière d'abord. Il marque des points, il défend fort, il est même plutôt adroit, et tout ça c'est cool. Moi je trouve qu'il a fait de vrais progrès aussi à longue distance, il a une meilleure sélection de tirs, il gagne en maturité, et en parallèle, avec ses choix qui sont de mieux en mieux, je le trouve aussi de plus en plus à l'aise en ISO, en 1 contre 1, en drive ou même en pull-up. Il peut créer ses shoots, et en parallèle, défensivement, moi je trouve que c'est un vrai bon défenseur. Ouais, même j'ai pas peur de dire que c'est un lockdown ou pas loin, qui aime bien partir en mission sur des stars. Ben, récemment on parlait de Kawhi juste avant, moi je me rappelle d'une performance qu'il a faite face à Kawhi où je l'avais trouvé excellent, Hunter, et tout ça c'est positif et ça donne envie de bien le classer. N'empêche que, malgré tout le bien que je viens de dire de lui, ce que je retiens c'est quelle irrégularité chez DeAndre Hunter. Bien sûr, il trouvera toujours un moyen d'apporter quelque chose sur le terrain, parce que c'est un joueur qui est polyvalent, mais Atlanta, je trouve, surtout avec un Trae Young et un Dejounte Murray qui ont du mal à se trouver ensemble quand ils sont sur le terrain, ben ils ont besoin d'un DeAndre Hunter qui va s'afficher comme une option 3 tous les soirs, parce qu'on a une équipe qui a besoin de son scoring, et ça, ben on sait jamais quel visage il va montrer, parce qu'un soir il va mettre 10 points, l'autre soir il va mettre 25 points, et je préférerais qu'il en mette, je sais pas, 16, 17, 18 tous les soirs, plutôt que ce soit montagne russe comme il le fait depuis le début de la saison. Dans les autres secteurs du jeu, j'ai pas grand chose à lui reprocher, j'ai juste besoin de plus de régularité au scoring. En fait, il doit être moins discret, je trouve, ou plus agressif certains soirs pour passer un step. Il y a juste certains soirs où en attaque, invisible, c'est beaucoup trop sévère, mais on va très peu le voir, et ça, concernant DeAndre Hunter, moi je pense qu'il est capable de faire bien plus. Donc maintenant, oui, c'est un joueur qui est super talentueux, mais qui des fois va trop s'effacer pour que je m'enflamme totalement. Ça n'en reste pas moins un super joueur de basket, comme je disais, qui défend bien et qui est polyvalent, mais c'est un peu frustrant, parce que oui, il est capable de mieux, même si les attentes, je le répète, ça rentre pas en compte aujourd'hui, je peux pas non plus être complètement dithyrambique à propos de DeAndre Hunter, tant qu'il aura cette irrégularité et cette agressivité un petit peu aléatoire d'un match sur l'autre offensivement en tout cas. Pour DeAndre Hunter, ça va aller vite, parce que vous êtes globalement tous d'accord, vous êtes 82% à le mettre au tier 3, et c'est aussi l'échelon où je l'aurais mis. Vous étiez 14% à le mettre en dessous au tier 4, bon 4% au tier 1, ça c'est des fans de DeAndre Hunter qu'on va pas écouter, et oui, le tier 3 ça me semble cohérent. Maintenant c'est vrai, je l'ai lu dans le chat et c'est assez intéressant, moi je peux pas être en désaccord avec ça, il y a le fait qu'il ait pas assez la balle, et ça peut expliquer aussi son irrégularité au scoring. Maintenant, ce que je peux lui reprocher un peu, même s'il a fait des progrès dans l'agressivité, c'est comme je disais, il a aussi fait des progrès dans le jeu en ISO et dans le jeu en 1 contre 1, et ça il va peut-être pas l'utiliser assez à profit. Il y a des soirs où il va faire des passes, alors c'est bien de jouer collectif, mais des passes à un mec qui est pas forcément mieux placé que lui, alors qu'il a le champ libre vraiment pour faire quelque chose, et quand on connaît ses capacités, il pourrait attaquer le cercle plus souvent, et j'ai besoin encore qu'il aille plus chercher de fautes, plus attaquer le cercle, et clairement là il pourra viser au-dessus, mais pour le moment un tier 3 ça me paraît bien pour DeAndre Hunter. La suite avec Andrew Wiggins des Warriors qui cette saison tourne à 17 points et 5 rebonds, qui a 47% au tir et 40% au global, une ligne de stats qui franchement est plutôt propre avec des bons pourcentages en plus, mais moi je trouve qu'il est très dur à juger, à juger ou à jauger si vous voulez, mais certainement pas à juger Andrew Wiggins, parce qu'en vrai il a fait un très bon début de saison, il a des stats propres et complètes comme je viens de le dire, malheureusement il a connu beaucoup d'absences depuis le début de cette campagne, et depuis son retour il a beaucoup de mal à retrouver son rythme et à être impactant. Et là ouais, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est flagrant, son niveau de jeu, alors catastrophique, j'abuse peut-être un peu, mais c'est pas loin de la catastrophe. Là il a du mal à trouver sa place dans le dispositif de Steve Kerr, on voit qu'il il prend ses shoots hors tempo, et il rentre beaucoup moins dans le flow du jeu qu'il était capable de le faire auparavant, même en défense, je le trouve plus autant dedans que ce qu'il était capable de l'être, il fait toujours le minimum, ça reste toujours un bon défenseur, mais même là en défense, il me déçoit un peu Andrew Wiggins depuis son retour. Maintenant, j'ai pas non plus la volonté d'être trop sévère, parce qu'on doit juger sur l'intégralité de la saison, même si l'intégralité de la saison de Wiggins a été très écourtée en raison des blessures. C'est dur, moi je peux le comprendre, de revenir après un mois d'absence, et je le répète, sur le début de cette campagne avec les Warriors, moi je trouve qu'à Golden State, avec Stephen Curry, malgré les défaites de l'équipe, c'était un des seuls à être irréprochable, et ça malgré les difficultés collectives, donc tout ça c'est à noter. Franchement, en début de saison, il y en a pas mal qui l'imaginaient
obtenir une deuxième sélection au All-Star Game consécutive, et même si c'était pas sûr, j'avoue que ça avait du sens. Pour assurer ça, il aurait peut-être fallu que les Warriors aient plus de victoires, mais en tout cas, lui, il était à ce niveau-là, et ça, il faut s'en rappeler. En défense, d'ailleurs, moi, il faut qu'on en parle aussi, parce que même si je disais que dernièrement en défense, il me décevait, en début de saison, je le trouvais vraiment excellent, hein, sur le rythme un petit peu, et sur la lancée qu'il avait connue sur la finale NBA de l'année dernière. Ses shoots de loin, il les mettait, vraiment, il était en grosse confiance, mais là, sur les derniers matchs, en tout cas depuis qu'il est revenu, je le reconnais plus, hein, globalement, même s'il a fait un ou deux flashs où c'était mieux, je trouve qu'il est en train de montrer un petit peu son pire visage, hein, celui qu'on a vu à Minnesota quand rien n'allait pour Andrew Wiggins. Là, depuis qu'il est revenu, il est à 12 points par match, à 34% au tir. C'est horrible, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment pas beau. Et là, ça se voit en plus, ça joue sur son mental. Il est frustré de pas retrouver son niveau. Et plus il se frustre, plus il déjoue, et il tombe dans une espèce de spirale infernale, de cercle vicieux. Et ça, je pense que c'est vraiment à cause du manque de rythme. Et je trouve que son tempo, là, Golden State en a besoin. Il va falloir qu'il le retrouve rapidement, parce que on a des Warriors qui, même s'il y a eu du mieux, et que le retour de Stephen Curry, va faire du bien, Curry pourra pas tout faire tout seul, et ils ont besoin d'un gros Wiggins pour assumer leur statut de champion en titre. Pour ça, moi je veux qu'il retrouve un petit peu, qu'il repasse par les étapes par lesquelles il est passé quand il est arrivé à Golden State, où certes au départ il avait eu des difficultés, c'est pas la première fois qu'il connaît une mauvaise face comme ça, une mauvaise passe, et à chaque fois il était revenu en attaquant beaucoup plus le cercle, en jouant sur ses qualités athlétiques, en allant beaucoup plus en transition aussi pour mettre des paniers faciles, et ça, une fois qu'il était passé par cette phase-là, il arrivait à retrouver une confiance au shoot, et même en défense, et même dans tous les secteurs du jeu, et je crois qu'il faut d'abord qu'il passe par là, avant de forcer des shoots à 3 points comme il le fait en ce moment, pas, parce que là il envoie quand même pas mal de briques, et comme je disais, c'est plus dans le flow du jeu, c'est hors tempo, et oui, Andrew Wiggins me déçoit, malgré le très bon début de saison qu'il a fait, et voilà, ça va être très dur de le juger, parce qu'on a eu les deux visages d'Andrew Wiggins cette saison, enfin même trois visages, j'ai envie de dire, le très bon en début de saison, le catastrophique depuis son retour, et le visage absent pendant une grosse partie de cette saison aussi, donc bon courage pour le juger, on va voir ce que vous en dites. Et pour Andrew Wiggins, à 62%, ça se classe au tier 3. Vous étiez 35% à le mettre en dessous au tier 4. Moi, en vrai, j'aurais hésité entre 3 et 4, j'avoue. 4% au tier 5. Là, moi, j'irai pas jusque là. En vrai, là, ce qui montre depuis son retour, c'est tier 5. Moi, je suis d'accord. Mais sauf que son retour, c'est quand même un petit échantillon. Moi, j'oublie pas son début de saison. Et ça me laisse l'envie d'être un poil plus tolérant avec lui. Tier 3, finalement, ça me semble bien, même si j'ai l'impression que depuis le début de la saison, il est passé du tier 2 au tier 5. Donc tier 3 finalement ça me semble être une bonne moyenne, même si le tier 4 ça peut s'entendre, et je comprends les 35% qui l'ont mis au tier 4 parce qu'il a eu aussi beaucoup d'absences, et voilà, l'échantillon où il a été bon a été faible, même si l'échantillon où il est pas bon reste faible aussi parce qu'il manque de matchs joués. Je comprends les deux étages, je pense que je l'aurais mis au tier 3 quand même, mais je trouve que c'est un joueur très difficile à classer forcément, tellement il a montré de visages différents depuis le début de cette campagne. Parlons maintenant de Brandon Ingram, encore un joueur qui a été pas mal blessé, définitivement c'est le range là au terme de temps de jeu et de minutes jouées des joueurs qui ont manqué pas mal de matchs après Andrew Wiggins. Et Ingram, depuis le début de la saison, lui c'est 20 points, 5 rebonds, 5 passes, donc des stats toujours aussi complètes, 45% au tir et 42% à 3 points, franchement c'est plutôt propre. Donc lui, il a manqué presque 2 mois de compétition quand même, et c'est quand même vraiment inquiétant à cause d'un orteil qui était pété, et le temps qu'il a remis à revenir, on se demandait vraiment s'il n'y avait pas un autre problème, parce que apparemment il a connu énormément de rechutes, et le nombre de questions qui se posaient en mode est-ce que c'est pas plus mental ou quoi, apparemment non, c'était bien physique, mais son orteil il a vraiment galéré, et oui le temps qu'il a mis pour se rééduquer, pour revenir, ça a inquiété pas mal de monde. Après voilà, si on fait le bilan sur Ingram, et même si l'échantillon est faible avec les 2 mois qu'il a manqué, moi je trouve que son début de saison était très correct, sans être excellent. Il mettait moins de points, mais je trouve qu'il avait une bonne place dans le trio, avec McCollum et Zion Williamson, avec une super adresse de loin, un mec qui peut jouer off-ball et on-ball, en fait, qui peut créer quand il y a besoin de sa création, mais qui peut aussi déléguer à McCollum et pour Zion, pour dégainer en catch and shoot, et être adroit sur ses tirs de loin quand il va balancer un tir juste après une passe. Voilà, moi je trouve que, globalement, il a une présence qui a un vrai volume, hein, une bonne présence à la création, il peut faire des passes, il peut avoir un rôle dans le playmaking aussi globalement, et vraiment il peut être important partout, sachant qu'aussi avec ses bras interminables, hein, tentaculaires, il peut aussi être un bon défenseur. Je peux ajouter à ça que c'est un gars qui est capable de prendre de gros shoots, de prendre aussi un match à son compte de temps en temps. Quand ce sera pas Zion ou McCollum, Ingram peut le faire sans souci, hein. C'est difficile d'avoir cette hiérarchie vraiment option 1, option 2, option 3 du côté des Pelicans, mais Ingram, voilà, moi ce que j'apprécie en tout cas, c'est que quand il y a besoin de lui, il est là.
Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine irrégularité en termes de scoring. Il y a des matchs où t'as d'autres joueurs aux Pelicans qui vont scorer, et lui va peut-être marquer un petit peu moins. Il a pas trop fait de gros cartons cette saison, comme il l'a fait d'autres saisons avant, mais c'est aussi parce qu'il doit plus partager la balle, je pense. Mais je trouve que même quand il faisait pas de gros cartons, il arrivait quand même à peser sur les matchs en participant bien au jeu collectif et en créant aussi pour les autres. Donc là maintenant, c'est clair, ça fait une semaine ou deux, même un petit peu plus, qu'on a des Pels qui sont vraiment dans le dur. Là, il revient de 2 mois d'absence. Son tout premier match, c'était pas ouf avec 13 points. Son deuxième match, il a été maladroit aussi, mais il a mis 22 points. Donc là, c'est difficile de le juger que sur ces 2 matchs depuis son retour, même si quand sortira le best-of sur YouTube, il en aura probablement fait un de plus. On comprend qu'il va peut-être lui falloir du temps pour retrouver le rythme, mais je pense, moi je me dis quand même qu'avec l'absence de Zion, qui pourrait encore durer quelques semaines, même si les nouvelles sont plutôt bonnes le concernant et qui devrait revenir vite, Zion, ce serait bien qu'il retrouve vite le niveau qu'il est capable d'avoir, au moins le niveau de début de saison. Ça, je pense qu'il en est pas très loin déjà, mais peut-être si Zion n'est pas là, il devra même le dépasser et retrouver le niveau qu'il avait les saisons d'avant et s'afficher vraiment un leader. Là maintenant, en tout cas sans Zion, je veux plus voir d'un Ingram qui participe au jeu collectif et qui fait plein de choses. Je veux voir un Ingram leader. Il est capable de l'être, mais ça c'est compliqué parce qu'effectivement il est en train encore de rechercher son tempo. Donc voilà, ça reste un excellent joueur, mais quand il y a des absents aux Pelicans, je veux le voir capable d'être un go-to guy de son équipe, et ça je trouve que depuis son retour de blessure, il l'a pas encore montré, même si c'est difficile de le juger seulement sur 2 petits matchs qu'il a fait là à l'heure où je réalise ce live. Pour Ingram, encore une fois, il y a eu dilemme, beaucoup d'hésitation entre 2 échelons, entre l'échelon 2 et l'échelon 3, parce que 54% pour un échelon, 46% pour l'autre, et j'ai l'honneur de vous dire que ça part à côté de Kawhi, à l'échelon 2 à 54% d'entre vous, et ça me va, pour l'instant. J'aimerais qu'il prouve plus, mais son début de saison était plutôt propre, plutôt correct. Maintenant c'est très dur de le juger parce que l'échantillon est très faible. Pour moi vraiment il est vraiment entre l'échelon 2 et 3. J'aurais peut-être voté pour l'échelon 2 parce que globalement il joue propre, ses stats sont bonnes, ses pourcentages sont bons aussi et il joue intelligemment, donc ça me va de le mettre à l'échelon 2. En tout cas oui, je le vois au-dessus de Wiggins, au-dessus de Hunter, au-dessus de Porter Jr. et au-dessus de Mathurin, donc oui ça me va. Je le vois peut-être un petit peu en dessous du Kawhi Leonard de ces derniers temps, mais quand je vois à quel point Kawhi Leonard a mis du temps à trouver le niveau qu'il a eu au mois de janvier, non franchement ouais ça me va Brandon Ingram à l'échelon 2, même si maintenant il va falloir qu'il passe la seconde et qu'il montre qu'il est vraiment revenu de blessure pour confirmer qu'il mérite sa place à l'échelon 2 désormais je pense. Maintenant, Keldon Johnson des Spurs, 22 points de moyenne pour lui, 5 rebonds, 43% au tir et 34% à 3 points. Donc oui, Keldon Johnson, il est aux Spurs, une équipe qui tank, une des équipes qui a l'un des pires bilans de la NBA. N'empêche que dans cette équipe, et moi je tiens à mettre de la valeur à ça, c'est le franchise player. Je dis pas qu'il serait franchise player dans n'importe quelle équipe NBA, il aurait sûrement pas ce rôle dans une équipe plus ambitieuse, ça compte, on peut pas le considérer je pense comme un franchise player avec de façon globale et générale. N'empêche que chez ces Spurs, toutes les responsabilités, en tout cas la plupart des responsabilités, elles passent par lui, et moi j'ai l'impression que du coach jusqu'aux dirigeants, on est plutôt content de lui, et même si son adresse est pas folle, elle reste plutôt correcte, et à San Antonio, il a pas trop de mal à s'afficher comme le meilleur joueur, et ça, tout le monde n'en est pas capable d'être le meilleur joueur d'une équipe, même quand il s'agit d'une équipe qui perd. Et puis, ce qui est à noter, moi, ce que je trouve important avec Keldon Johnson, c'est que quand les Spurs gagnent, c'est souvent grâce à lui parce qu'il fait un gros match. Donc maintenant, en plus de ça, il faut le créditer, parce que maintenant qu'on a un Devin Vassell qui est blessé, il doit prendre une place qui est de plus en plus importante dans le collectif, dans le scoring et dans le leadership, et ça, il y arrive bien. Moi, il y a son match récemment, là, à 36 points face à Brooklyn dans la victoire, je l'ai kiffé, et ça montre que oui, même si ça suffira pas, un Keldon Johnson pour faire gagner une équipe, en tout cas un Keldon Johnson d'aujourd'hui, ou permettre à des Spurs de faire les playoffs, mais ça reste quand même un vrai joueur de basket qui arrive à porter cette team. C'est un mec qui est athlétique, qui défend fort aussi, qui fait encore pas mal d'erreurs de jeunesse, je pense, des deux côtés du terrain, et bien sûr qu'il n'y a pas encore assez de win dans son équipe pour qu'on s'enflamme trop, mais quand même, moi je trouve qu'il a un niveau global qui est très plaisant, en attaque comme en défense, donc pas encore convaincu qu'il peut être une star ou un All-Star un jour. Si, peut-être qu'il sera un All-Star un jour, à voir, peut-être que c'est son plafond si tout se passe bien. Je suis pas encore convaincu à 100%, mais il en est peut-être capable. Ce qu'il faudra, c'est que qu'il gagne beaucoup plus de victoires et voir comment il peut fonctionner dans un rôle où il sera peut-être un petit peu moins utilisé, parce que là ses stats, bien sûr, ça se voit, c'est aussi parce qu'il est très responsabilisé du côté de San Antonio. Mais voilà, au moins ces responsabilités-là, il les assume grâce à une bonne présence des deux côtés du terrain, de grosses qualités athlétiques, un QI basket qui est en développement aussi, qui est loin d'être élite parce qu'il fait des erreurs, mais qui se développe dans le bon sens, une adresse de loin qui est intéressante, un vrai sens du panier, une capacité à faire un petit peu tout ce qu'il faut aussi, parce que je trouve que c'est un joueur polyvalent. Donc oui, je pense que j'aimerais qu'il attaque
encore un petit peu plus le cercle, il en est capable, et ça lui permettrait de soigner ses pourcentages et sa sélection de shoot. Parfois, peut-être qu'il se complique encore un petit peu trop la tâche, mais globalement, les qualités sont là pour Keldon Johnson, et oui, je le répète, même si son équipe perd, eh ben c'est lui le franchise player, et tout ça, c'est à mettre en avant quand même quand on parle de ce joueur. Et Keldon Johnson, je vois que globalement, ouais, c'est un joueur qui est apprécié dans le chat, mais qui, à mon avis, vous l'avez classé à sa juste valeur, parce que vous êtes 79% à le mettre à l'échelon numéro 3, et pour moi, c'est l'échelon qui mérite d'avoir, pour l'instant, pas assez de wins, et pas dans une équipe assez compétitive pour viser à l'échelon avec Kawhi Leonard et Brandon Ingram, mais tourner à 22 points chez ses Spurs, en étant aussi complet, en ayant cette espèce d'humilité, je trouve, cet esprit collectif et scoreur à la fois, même s'il y a quelques erreurs, ouais, ça me semble cohérent, Keldon Johnson au tier 3, c'est tout à fait sa place, j'aurais même pas trop hésité, pour moi c'était là. Vous étiez 13% à le mettre au tier 4, 4% au tier 2, 4% au tier 1, ça me semble abusé, surtout le tier 1, tier 2, même ça me semble un peu juste. Non, pour moi vraiment sa place elle est là au tier 3, et je suis d'accord avec 79% d'entre vous. On enchaîne avec Gordon Hayward, qui cette saison tourne à 14 points de moyenne, 4 rebonds, 4 passes, 45% au global et 31% à 3 points. Et son souci à Gordon Hayward, c'est qu'il a beaucoup de mal à rester en bonne santé, et ça fait qu'il a de gros problèmes à trouver vraiment son rythme, à trouver sa constance, à trouver sa régularité, et c'est dommage, parce que lui on le connaît, ça reste quand même normalement un vrai shooter, qui a un vrai toucher de loin, et là cette saison, il galère à mettre des tirs longue distance, 31% au global, c'est quand même pas fou, et forcément, ça, on peut pas non plus lui en vouloir de manquer de tempo, on se rend compte aussi que son âge avance, et si on mixe ces phénomènes-là avec les blessures qu'il a connues ces dernières années, ces derniers mois, en fait les blessures qu'il connaît tout le temps depuis qu'il s'était malheureusement fracassé la fracture du tibia qu'il avait connue quand il jouait à Boston, ouais, tout ça, on s'en rend compte, ça influe vraiment négativement sur son niveau global et son impact, lui qui peu à peu, et c'est triste à dire et ça me fait beaucoup de peine, mais qui peu à peu est en train de devenir un joueur lambda, alors qu'il y a encore quelques années, on s'en rappelle très bien du côté du Utah, c'était un vrai franchise player. Foutu blessure, hein, j'ai envie de dire, et même lui, j'ai l'impression qu'il semble résigné, parce que statistiquement, c'est clairement sa pire saison depuis qu'il est sophomore, et entre les matchs qui manquent par précaution, parce que t'as pas envie de le remettre trop vite dans le jeu, et son rôle qui est difficile aussi à trouver dans cette rotation des Hornets, parce qu'un coup il est là, un coup il est pas là, donc comment tu veux lui donner un rôle définitif? Il a aussi des restrictions de minutes, il a aussi encore des pépins physiques, c'est difficile vraiment, je trouve, pour lui de trouver sa place aux Hornets, mais ce serait sûrement le cas dans n'importe quelle équipe NBA. Là, on s'en met juste à presque être content quand il est sur le terrain. C'est dommage, parce qu'à la base, il était quand même capable de bien plus. Donc ok, on peut se dire que là, la seule chose qui lui manque, c'est vraiment de retrouver le rythme. Tout ça, on peut que lui souhaiter en jouant plus régulièrement. Mais est-ce qu'il est encore capable de tenir un marathon de 82 matchs en NBA, ne serait-ce que de jouer 65 matchs dans une saison de 82? Franchement, j'ai des doutes. Surtout que même si ça reste un bon joueur en attaque, qui est collectif, qui arrive à créer pour lui toujours, qui arrive à créer des passes, qui arrive vraiment à trouver un rôle offensif quand il arrive à enchaîner un petit peu les rencontres, s'il met pas ses tirs, vu qu'en plus de ça, sa défense elle est anecdotique, son niveau il baisse drastiquement. Il a mis 20 points contre le 8 la semaine dernière, et avant ça faisait depuis le mois de novembre qu'il avait pas passé les 20 points, donc ça faisait quand même une paye. Hayward, il a 32 ans maintenant, et peut-être que, ça me fait de la peine, mais peut-être qu'il est pas loin d'être rincé pour de bon, à cause des blessures, malheureusement. C'est pas juste qu'il a un niveau de jeu qui est ridicule, c'est juste que les blessures l'empêchent de jouer avec régularité. Et à chaque fois, j'ai toujours de l'espoir pour Gordon Hayward, et à chaque fois, je suis triste, parce que, encore une fois, il va se péter, et il va manquer la moitié des matchs. Et donc, je dois le dire, j'ai de moins en moins d'espoir quant à imaginer Gordon Hayward retrouver un vrai niveau. Alors, je dis même pas qu'il redevienne franchise player, mais un niveau à 18-20 points par match, ça me paraît très très loin, et je pense que maintenant, plus le temps va passer, et plus il va falloir s'habituer à un Gordon Hayward qui a un niveau qui baisse, quoi. Pour Gordon Hayward, ça a hésité entre deux tiers, le tier 4 et le tier 5, et c'est aussi les deux tiers avec lesquels j'aurais hésité. Vous êtes 57% à le mettre au tier 4, 43% au tier 5, et... Alors, est-ce que je suis d'accord avec vous ou pas? Ouais, je l'aurais mis au tier 4 quand je vois les mecs qui sont au tier 5, je me dis que Gordon Hayward vaut sûrement mieux que le Reggie Bullock de cette saison, que le Saddiq Bey de cette saison, et que Corey Kispert tout court. Donc ok, pour le mettre au tier 4 avec quelqu'un comme Max Strus, finalement ça a du sens de mettre ces deux-là au même niveau. Mais waouh, qu'est-ce que c'est dommage, et qu'est-ce que c'est frustrant, tellement c'est un mec qui valait plus il y a quelques années, et là, voir qu'il a si peu d'impact, à cause des blessures bien sûr, mais si peu d'impact dans une équipe catastrophique, ça pique un peu les fesses, désolé, mais ouais, je suis triste pour Gordon Hayward, parce que c'est vraiment un joueur pour lequel j'avais quand même beaucoup d'affect. Maintenant, le coéquipier de Gordon Hayward aux Hornets, Kelly Oubre Jr., qui cette saison tourne à 20 points, 5 rebonds,
42% au tir au global et 31% à 3 points. Et lui, finalement, lui qui était plutôt 6ème homme l'année dernière, il a profité des absences, et notamment celle de Gordon Hayward, mais aussi le fait que Miles Bridges soit maintenant perdu peut-être pour la NBA, même si on en parle quand même dans certaines rumeurs ces derniers temps, en a profité pour gagner du temps de jeu et être titulaire. Et ce qu'on lui demande à Kelly Oubre, c'est simple en tant que titulaire, dans cette équipe de Charlotte qui galère pourtant, c'est de marquer des points. Et ça, il le fait, 20 points par match, c'est plutôt cool. Mais malgré le fait qu'il réponde à son rôle de scoreur, moi ce qui me dérange, c'est que ça reste toujours le même style de joueur, avec beaucoup de déchets, avec une adresse qui est très inconstante, une sélection douteuse, et même des difficultés globales à 3 points, 31% pour un mec qui peut prendre énormément de shoot à 3 points, parce qu'il le fait pas à tous les matchs, mais qui peut prendre énormément de shoot à 3 points, c'est pas ouf. Alors oui, ok, il peut prendre de gros coups de chaud, il peut planter 30 points quand ses shoots vont rentrer, mais il y a quand même une énorme irrégularité chez Kelly Oubre Jr. et une fâcheuse tendance à beaucoup trop forcer. Quand t'es quasiment qu'un scoreur, et que tu pèses pas vraiment dans les autres secteurs du jeu, c'est un petit peu le profil de Kelly Oubre Jr., en tant que titulaire, moi je trouve qu'on attend de toi au moins plus de propreté et plus de justesse. Autant quand t'es 6ème homme et que tu scores et que tu croques un peu, parce que c'est ton rôle dans la seconde unit de porter ton équipe au scoring, ça me va. Quand t'es titulaire, ça me dérange un petit peu plus. On a un Kelly Oubre Jr., alors qui est pas vieux, mais quand même, il a 27 ans déjà, et à 27 ans, moi je trouve qu'il manque vraiment de maturité dans son jeu et dans sa sélection encore. Et quand je vois aussi sa très faible présence défensive, même s'il a de bonnes stats aux interceptions, parce qu'il va gamble un peu, mais c'est un petit peu le problème, de toute façon, en attaque ou en défense, c'est un joueur qui gamble, Kelly Oubre. Et quoi qu'il en soit, moi je trouve qu'avec un jeu comme ça en tant que titulaire, il pèse pas assez sur la victoire. Donc peut-être que maintenant, c'est aussi le fait que à Charlotte, il n'y ait plus beaucoup de profondeur, qu'on ait une équipe qui a été décimée et qui est plus le niveau, qui a pas un gros niveau tout simplement. Et donc du coup, on est amené à trop le responsabiliser dans cette team qui manque de qualité. Là en plus de ça, récemment, il a connu une grosse blessure à la main. Il est absent depuis 1 mois. Il a besoin de temps encore. Il va être réévalué d'ici entre 2 et 4 semaines, je crois, de mémoire. Et rien ne laisse penser qu'à son retour, il va corriger le tir, parce que sûrement, alors on va pas le juger sur le futur, mais moi j'ai peur que ce soit peut-être encore pire après sa blessure à la main, après une si grosse absence, qu'il lui faille encore du temps pour retrouver le rythme, pour trouver un bon tempo, et que ça va pas s'arranger, ces failles qui me semblent assez flagrantes chez ce joueur. Ça reste quand même dommage, parce que c'est un scoreur qui est qualitatif, qui est capable de tout faire, de scorer aux 3 niveaux, de créer pour lui énormément, de balancer des pull-ups, et même de balancer en catch and shoot de temps en temps, mais je pense qu'il manque encore vraiment de QI basket, et de qualité dans la prise de décision pour passer un réel step qui serait très utile à Charlotte. Pour Kelly Oubre, ça va aller assez vite. 53% de vous le mettez au tir fort, comme son coéquipier Gordon Hayward. Et c'est vrai que ça me va bien, parce que lui, c'est quasiment exclusivement un scoreur, Kelly Oubre Jr. Alors il score plus que Hayward, mais Hayward qui, malgré les blessures, pèse dans plus de secteurs. Ça me va de le voir à cette hauteur-là. Vous étiez 37% à le mettre au tir 5, ça me semble un poil sévère, même si je trouve qu'il croque beaucoup, Kelly Oubre, ça me semble un poil sévère. Et vous étiez 11% à le mettre au tir 3, ça me semble beaucoup trop haut, quand je vois ce qu'il fait dans une équipe qui a si peu d'ambition finalement cette saison. Donc Kelly Oubre au tir fort, ça me va bien. Malheureusement c'est dommage, parce que c'est quand même un joueur qui est très élégant au scoring, et qui peut être un joueur assez spectaculaire à voir jouer quand il met dedans, mais qui malheureusement le fait pas assez souvent, et qui gâche, je trouve, un petit peu ce talent, cette belle mécanique de shoot, par des choix offensifs beaucoup trop douteux. Allez, maintenant, Franz Wagner du Magic, qui lui tourne à 20 points, 4 rebonds, 3 passes, 49% au tir et 37% à 3 points. Et là, ça fait plaisir, parce que, on va pas le cacher, Hayward et Oubre, c'est quand même des joueurs qui déçoivent dans une équipe qui déçoivent. Et là, avec Wagner, on a quand même une super bonne surprise, un joueur qui fait plaisir, qui a beaucoup de fans, et qui, en tant que sophomore, fait de très très belles choses dans une équipe de Orlando qui, certes, ne gagne pas beaucoup, mais qui ne fait pas non plus partie des bas-fonds de la ligue, et qui, de temps en temps, va aller chercher des wins, notamment avec un bon Franz Wagner, là, comme ça a été le cas 2 fois d'ailleurs face à Boston ces dernières semaines. Mais pour revenir à Wagner, lui, moi déjà ce que j'apprécie, c'est que c'est un joueur qui est hyper polyvalent, un joueur qui est très intelligent, qui peut peser dans tous les secteurs aussi, qui peut jouer intérieur et poster son vis-à-vis, mais aussi qui peut avoir un rôle pour créer, pour dribbler un petit peu, et être un bon playmaker aussi. Alors 3 passes, c'est pas non plus un truc de fou, mais pour un joueur de son profil, moi je trouve que c'est bien ce qu'il fait dans la création. Et surtout, moi là où il m'étonne, je parlais de Kelly Oubre que je trouve à 27 ans et pas assez mature, là avec Franz Wagner, on a un joueur de 21 ans, même si là je rentre pas en compte aujourd'hui, mais on a un joueur de 21 ans qui joue très juste, qui fait peu d'erreurs, et qui je trouve a un vrai sens du jeu, grâce à de très bonnes lectures par exemple, et aussi un très bon QI basket. Moi ce que j'apprécie en plus, quand je le regarde jouer, c'est que ça se voit, c'est un gros compétiteur, qui va se battre, qui veut gagner, qui joue de la bonne façon aussi, et qui va peser dans tous les secteurs nécessaires quand son équipe en aura besoin. Si t'as besoin de rebond, il va le faire, si t'as besoin de shoot extérieur, il va le faire, si t'as besoin de création, il peut le faire aussi, si t'as besoin de défense, il peut aussi le faire, et je trouve ça toujours cool de voir des mecs qui font
font plus de 2m05 qui ont autant de skills. Et là, ce que j'apprécie encore particulièrement chez Wagner, j'attendais la confirmation de sa saison de rookie, je me demandais un petit peu comment ça allait fitter avec la présence de Banchero, qui a un petit peu des similitudes dans son profil en tant que mec qui peut jouer intérieur, poste 3-4, qui peut créer aussi, et je me disais peut-être qu'ils vont se marcher sur les pieds, mais non, finalement, moi je trouve qu'on a deux joueurs qui se complètent plutôt bien, et pour ça, je trouve merci à Wagner, et parce qu'il a de vraies qualités, enfin ouais, il essaye de tout faire bien pour s'adapter brillamment aux côtés de son coéquipier rookie, à côté de Paolo Banchero. Donc ouais, Wagner, moi j'aime beaucoup sa panoplie, sa capacité à scorer de plein de façons, vraiment. J'aime aussi son énergie des deux côtés du terrain. Peut-être qu'il a besoin encore un petit peu d'expérience en défense. Il fait le minimum, les qualités sont là. Encore une fois, après, voilà, ça dépend sur quel profil. Il peut pas non plus défendre sur 15 000 profils, mais il fera quand même le taf en défense. Peut-être, oui, juste un petit peu d'XP. En attaque, par contre, moi j'aime bien aussi. Encore une fois, ça vient autour de la maturité, mais il joue avec calme, il joue avec patience. Il s'enflamme pas. C'est un vrai guerrier avec de vraies qualités, qui va pas se reposer sur son talent en plus, qui est très à l'aise dans son rôle. Et moi, j'ai aucun problème à l'idée de lui donner la balle, par exemple, dans les moments serrés, il va s'en sortir et on pourra lui faire confiance. En vrai, je suis très satisfait, globalement, de la saison de Wagner. J'attendais des confirmations avant de vraiment être super positif le concernant. Mais là, je les ai. Donc maintenant, bien sûr, on va pas non plus mettre peut-être le mettre parmi les gods, hein, quoique on verra ce que vous en pensez, je veux pas non plus vous influencer sur vos votes, peut-être que pour ça, il faudra voir hein, s'il peut réitérer ce genre de performance dans une team plus compétitive. On peut pas non plus dire que c'est forcément un futur franchise player, n'empêche que dans cette équipe d'Orlando, aux côtés de Paolo Banchero, ce qu'il fait c'est très propre à Franz Wagner, donc gros chapeau bas pour ça, et j'espère le voir continuer sur cette lancée. Ok pour Franz Wagner, et là, pas trop de débat non plus, vous êtes 68% à le voir au tier 3, et c'est là aussi où je l'aurais mis. 23% d'entre vous l'auraient mis au tir au-dessus. Pourquoi pas hein, une vraie option 2, mais peut-être qu'il faudrait qu'il soit option 2 dans une équipe plus compétitive, à mon sens, pour le mettre à côté de Kawhi Leonard et Brandon Ingram. Pour moi, il en est pas encore là. Mais un bon joueur du tier 3, hein. Vous étiez 9% à le mettre en dessous, pour moi, c'est beaucoup trop sévère. Non, pour moi, c'est un vrai bon tier 3, et peut-être même qu'il fait partie des joueurs les plus performants de ce tier 3. Comme je disais, il manque peut-être de prouver qu'il peut être l'option 2 d'une équipe qui a des ambitions, mais sans ça, je le trouve très à l'aise, et je trouve ça très beau ce qui fait notre cher Franz Wagner du côté d'Orlando. Maintenant, Paul George, du côté des Clippers, qui cette saison tourne à 23 points, 6 rebonds et 5 passes, à 47% au tir et 39% à 3 points. Et moi je trouve que Paul George, globalement, on en parle peu, mais en vrai, il fait quand même une grosse saison. Et si les Clippers vont mieux dernièrement, c'est bien sûr parce que Kawhi retrouve son niveau, on en parlait tout à l'heure, mais aussi parce que globalement, je trouve qu'on a un Paul George qui assure, quel que soit le rôle qu'on lui donne. À la base, c'est quand même un ailier scoreur, qui défend très fort aussi, hein, mais qui score et qui remplit ce rôle sans souci en tournant à plus de 23 points par match cette saison. Mais en plus, et ça, je trouve qu'il y a une vraie progression. Alors bien sûr, il a toujours créé, mais Lou, là, ces derniers temps, surtout avec un John Wall qui est à l'infirmerie, lui demande d'être encore plus créateur parce que dernièrement, il est utilisé comme meneur avec les difficultés de Reggie Jackson, et dernièrement, dans ce rôle de meneur, dans ce rôle de ball handler numéro 1, moi je trouve qu'il assure bien, c'est un super créateur, qui arrive à distribuer, qui arrive à s'afficher en playmaker, mais aussi à garder son agressivité au scoring, hein, parce que dans la défaite face aux Pacers, il y a pas longtemps, il en a quand même planté 45. Tout ça en ajoutant le fait qu'il défend fort, parce qu'il a un talent inné dans le domaine avec des grands outils et une vraie science défensive, de super, de super bras, de super déplacements, et bien sûr qu'on a un vrai joueur de basket. En attaque, c'est un gars qui sait fixer la défense, qui sait distribuer le ballon, qui sait faire jouer les autres, et c'est quand même dommage au final que lui aussi ait connu quelques absences, parce que à chaque fois qu'il revient, alors c'est pas non plus flagrant, hein, il a pas besoin de 10 ou 15 matchs comme certains pour revenir à son niveau, mais souvent quand il manque un ou deux matchs, il lui en faut un ou deux peut-être avant de se remettre dans le rythme pour s'adapter et retrouver son niveau. Mais on voit aussi que c'est peut-être pas facile aussi de cumuler le rôle de scoreur et de playmaker. Ça c'était encore plus le cas quand Kawhi était pas là, n'est pas LeBron James qui veut, hein, on peut pas être un super playmaker et un super scoreur à tous les matchs. Par exemple, il y avait son match à Sacramento où il a fait 12 passes, j'ai trouvé excellent dans la création, mais il a mis seulement 16 points, et quand il va marquer 45 points, il va faire un petit peu moins de passes. Mais l'essentiel est pas là, parce que moi je trouve que il pèse énormément dans la win, mais voilà, le souci qu'il y a eu, en tout cas en début de saison chez les Clippers, c'est que avec un Kawhi qui était pas mal économisé, il y avait vraiment besoin d'un Paul George qui était tout le temps au four et au moulin pour gagner plus, un Paul George qui doit vraiment tout faire du côté des Clippers, et peut-être qu'on lui en demandait beaucoup trop. N'empêche que même quand on lui en demande trop, il s'en sort, et voilà, on a beau s'habituer à son niveau, moi je trouve qu'il pèse toujours autant. Donc ouais, peut-être qu'il peut faire encore mieux en étant surperformant dans tous les secteurs en même temps, mais attention à pas trop être
à pas trop en attendre trop de sa part. Moi, ce que je trouve que ce qu'il fait, c'est déjà bien. Maintenant, oui, il peut peut-être gagner encore en régularité, il peut encore peut-être augmenter son volume de jeu, mais ça n'en reste pas moins un super joueur de basket, qui est polyvalent vraiment des deux côtés du terrain, qui arrive aussi à faire croquer tous ses coéquipiers, et ça, moi, je mets beaucoup de valeur à ça, je lui donne du crédit pour ça, et peut-être que oui, il a besoin d'un petit peu de temps d'adaptation à son nouveau poste de meneur, vu qu'il est utilisé à toutes les sauces par Tyronn Lue, notamment dernièrement, mais parce que Tyronn Lue a pas le choix aussi, et ouais, je suis quand même satisfait et content de ce que nous fait Paul George depuis le début de la saison aux Clippers. Et pour Paul George, alors je suis un petit peu étonné, peut-être que moi aussi j'aurais voté Tier 2, comme 87% d'entre vous, je pense, moi il y a des chances, oui j'aurais mis au Tier 2, mais en fait je suis étonné de voir qu'il y a que 3% d'entre vous qui l'auraient mis au Tier 1, 10% l'auraient mis au Tier 3, ça je trouve ça trop sévère, parce que pour moi c'était Tier 1 ou Tier 2, alors c'est vrai que quand on voit Brandon Ingram et Kawhi Leonard, c'est dur de dire que Paul George est bien meilleur qu'eux, mais il a manqué moins de matchs, et je le trouve plus constant aussi que les deux autres, et qu'il y a plus de volume de jeu, donc oui, comme je dis, moi aussi j'aurais voté au Tier 2, mais 3% au Tier 1, j'imaginais qu'il y aurait un petit peu plus d'ébat le concernant, même si finalement, encore une fois, on est d'accord, parce que je trouve que en scred, il nous fait quand même une grosse saison, et voilà, limite en dormant, il peut coller 30 points comme ça, Paul George, et il peut faire 7 ou 8 passes de temps en temps, et de plus en plus, donc moi j'ai quand même envie de donner beaucoup de respect à la saison de Paul George, même si je suis d'accord pour l'échelon numéro 2. Maintenant, Jimmy Butler, qui cette saison tourne à 22 points, 6 rebonds, 5 passes, 52% au global, et 31% à 3 points. Et globalement, on a un Butler qui fait ce qu'on attend de lui pour un joueur de 33 ans, comme George en fait. Moi je trouve qu'il y a des similitudes dans leur jeu. C'est un gars qui est capable de peser dans tous les secteurs, le scoring, la défense, le playmaking, et à son âge, c'est toujours le maillon central du Miami Heat, même si on a un Bam Adebayo et un Tyler Herro qui font tous les deux des grosses saisons. C'est toujours le leader, moi je trouve, de cette équipe du Heat, le cœur et l'âme un peu de cette team. Maintenant, le souci c'est qu'il vieillit et les blessures ne le laissent pas tranquille. Il s'essouffle un petit peu, c'est toujours un gros guerrier et respect à lui parce que cette saison, il a pas hésité à jouer plusieurs matchs blessés, mais t'es toujours un petit peu obligé de l'économiser. Et ça l'empêche pas, même si tu l'économises parce que t'as envie de l'avoir à un bon niveau en playoff, de toujours peser partout, avec toujours un gros volume de jeu. Maintenant, ce qu'on peut lui reprocher à Butler, c'est son irrégularité au scoring. Et ça a jamais été un super shooter, c'est sûr, il a besoin de rythme et de qualité athlétique pour attaquer le cercle, ou pour accéder à ses spots. Et là, ça se voit, en vieillissant, et sans être forcément à 100% de sa santé, ça devient parfois compliqué, même si, toujours, il pourra compter sur son petit mid-range avec lequel il est très à l'aise. Dernièrement, il a pu faire des matchs à 34 points, par exemple, il a pu en faire d'autres à 12, elle est là, l'irrégularité, et le truc c'est que je trouve que les adversaires du 8, ils ont un petit peu compris à quel point le jeu de Miami passait par Butler, et à quel point c'était quand même toujours le maillon central. Il y a beaucoup plus de prises à deux sur Jimmy Butler, et là, depuis quelques matchs, ça se voit, quand il double, il a un impact moins important, il a du mal à s'en sortir, il prend beaucoup moins de tirs, et même s'il essaie toujours de compenser dans les autres domaines, en étant toujours actif en défense, en essayant toujours d'être actif dans le playmaking, en allant choper des rebonds aussi, quand tu le coupes du ballon, c'est tout Miami qui déjoue un petit peu, et c'est dommage, c'est des difficultés de Jimmy Butler qui handicapent le 8 au classement, parce que le 8 est aussi très dépendant de Jimmy Butler, et moi je pense qu'une des clés là pour Miami, pour relever un petit peu la tête sur la deuxième partie de saison, ça va être de trouver des solutions à ça, de voir comment réagir quand Jimmy Butler est doublé, parce que aujourd'hui, à 33 ans, si tu le prends à deux et que les autres assurent pas à côté, il pourra plus, en tout cas en ce moment, j'ai pas l'impression, sans être à 100%, qu'il puisse porter cette équipe de Miami de la tête et des épaules, et pourtant c'est ce qu'on attendra de lui en playoff, et pour ça il faudra espérer qu'il soit à 100% à ce moment-là. C'est pour ça aussi je pense qu'on essaie de l'économiser au maximum. Et là ce que je vois, c'est que pour Jimmy Butler, ça a été compliqué à juger. Il y a des votes aux 3 premiers échelons, donc vous étiez 14% à le mettre à l'échelon 1, 31% à l'échelon 3, et la majorité va à l'échelon 2 à 55%, et moi aussi c'est là que je l'aurais mis. Il est décevant, son impact est moins bon depuis un mois, et c'est vrai qu'il me déçoit un petit peu depuis un mois, mais globalement c'est quand même le leader d'une équipe qui, même si elle déçoit aussi, reste toujours un minimum compétitive et toujours en lutte pour les playoffs, et c'est par lui que ça passe, donc oui, moi un échelon 2 pour Jimmy Butler, vu sa présence des deux côtés du terrain, même s'il galère énormément avec les défenses adverses qui vont le prendre à deux, ça le fait, et il faut espérer en tout cas. Maintenant, plus le temps va passer et moins ce sera peut-être possible, mais même si on juge pas de ça aujourd'hui, on peut s'imaginer que quand les matchs importants arriveront, quand les playoffs arriveront, on pourra toujours compter sur lui. Donc ça rentre pas en compte dans l'évaluation d'aujourd'hui, mais bref, peu importe, en tout cas, un Tier 2 pour Jimmy Butler, moi ça me convient bien.
Maintenant, Lauri Markkanen du Utah Jazz, qui cette saison tourne à 25 points et 9 rebonds, à 52% au tir et 43% à 3 points. Et c'est un joueur, cette saison, qui nous pond d'énormes stats à Utah. Et je trouve que c'est 49 points face à Houston, hein, j'avais fait un hot react pour parler de ça, parce qu'il m'avait vraiment épaté à ce match-là, même si c'était face à Houston. C'était un petit peu le point d'orgue, je trouve, en tout cas la cerise sur le gâteau de son énorme saison. Là, ça se voit, il est dans sa lignée de l'Euro, où il avait été excellent, où il montre que quand il est responsabilisé, il est très bon. C'est un énorme scoreur, qui peut artiller de loin, c'est sûr. D'ailleurs, on l'a peut-être trop utilisé comme artilleur de loin sur son début de carrière, mais surtout, et c'est ça qui prouve, moi je trouve cette année, il a montré une vraie évolution en ISO et dans le jeu en 1 contre 1. Il est capable d'attaquer le cercle, et ça il le fait de plus en plus, il est capable de post-up aussi, et il est capable de dribbler pour envoyer un pull-up, et ça montre qu'il a une vraie panoplie, un vrai éventail de skills, un éventail qui mixe de la taille, de la finesse, de la dextérité, et tout ça, moi je trouve que c'est vachement intéressant quand on regarde le jeu de Lauri Markkanen cette saison. Il a été placé dans le rôle de la pièce centrale à Utah, il a été complètement adoubé par ses coéquipiers, qui sans cesse vont essayer de le chercher aussi pour le mettre en valeur, et moi je trouve que dans ce rôle-là, en fait, c'est comme ça qu'il brille le plus au final, parce que peut-être que oui, il a tendance à s'effacer un peu quand il est moins responsabilisé, mais on le voit, c'est quand il a la balle dans les mains qu'on va au maximum tirer sa quintessence quand même, et moi je trouve que là-dedans, en plus de ça, en plus d'être bien utilisé, il a vraiment su développer son jeu pour avoir un impact offensif qui est complet, qui est de plus en plus imprévisible aussi, et qui oblige vraiment les défenses à s'adapter à lui. On imaginait que le Jazz serait en full tanking cette saison-là, et aujourd'hui on a une équipe qui est moins performante qu'en début de saison, mais qui quand même joue fièrement le play-in, notamment parce qu'on a un Markkanen qui a les clés du camion, et qui assume complètement ce rôle. En fait, moi je trouve qu'il est enfin devenu le joueur que les Bulls espéraient drafter à l'époque, et peut-être même encore plus. Peut-être que les Bulls s'imaginaient pas qu'il deviendrait ce joueur-là un jour à Utah, sinon ils l'auraient peut-être pas laissé partir comme ça. Donc ouais, comme je disais, c'est un joueur vraiment qui a besoin d'être responsabilisé pour briller. Il faut pas juste le faire attendre au périmètre comme Jim Boylan l'utilisait au Bulls, ça c'était vraiment du gâchis. Et quelle beauté en vrai quand il porte la balle. Moi j'ai vraiment envie de tirer mon chapeau à Will Hardy, de lui avoir donné le bon rôle pour tirer le maximum de lui. Il peut vraiment créer son shoot, il peut aussi bouger sans ballon, ça j'en ai même pas parlé, pour atteindre ses spots, et ça il le fait avec une vraie intelligence sur lesquels il est adroit, sur lesquels il est efficace. Donc bien sûr c'est toujours pas un défenseur exceptionnel, mais n'empêche que ce qu'il fait en tant que go-to guy en attaque dans cette équipe de Utah qui est fortement surprenante, mais moi je pense que ça mérite d'être vraiment souligné. Et pour Lauri Markkanen, ça s'est bien battu entre deux tiers. Pendant longtemps, c'était assez serré, mais sur la fin des votes, finalement, il y a un tir qui a pris le dessus sur l'autre. Ça se battait entre le 1 et le 2, et finalement, vous êtes 64% à le mettre au tier 2 et 36% au tier 1. Et moi aussi, je comprends, parce que quand on se rappelle des autres lives, ceux qu'on avait mis au tier 1, c'était, de toute façon, le nom, il est là pour en parler, c'est les Gods. Et pour moi, Lauri Markkanen, il en est peut-être pas encore à ce niveau-là, même s'il fait une excellente saison, vraiment, mais peut-être qu'il aurait besoin de porter une équipe plus performante pour viser le tier 1. À mon avis, c'est la seule chose qui lui manque, parce que le niveau de jeu est là, l'efficacité est là, la justesse est là, l'intelligence de jeu est là, peut-être un petit peu plus de défense aussi, mais s'il était le leader d'une équipe qui serait top 2, top 3, oui, bien sûr que j'aurais mis au tier 1, là, c'est pas encore le cas, et je trouve ça bien que le tier 1 soit vraiment réservé aux élites. Peut-être que Lauri Markkanen, malgré son excellente saison, est pas encore tout à fait une élite, donc moi je me dis, le tier 2, ça correspond bien, et ça me va bien que le tier 1, vous ayez une certaine sévérité, je vous l'avais demandé, vous respectez ça, mais très grosse saison de Lauri Markkanen qui mérite amplement ce tier 2, je pense. Maintenant, Royce O'Neal des Nets, et ça fait bizarre de mettre un role player si tard, parce qu'il joue beaucoup, et c'est vrai que ses stats sont pas élites, c'est du 9 points, 5 rebonds, 4 passes à 40% au global et 40% à 3 points. Donc ouais, c'est étrange de voir un role player qui joue autant, mais si on le fait, c'est que son rôle est super important du côté de Brooklyn, et c'est que son temps de jeu aussi, il est mérité. Sa spécialité, vraiment, à Royce O'Neal, c'est la défense. Il se tape toujours le meilleur ailier adverse, et là-dessus, quand il a un vis-à-vis en face de lui, il va partir en mission, et il a un côté sensu pour donner tout ce qu'il a dans son ventre, tout ce qu'il a dans ses tripes pour l'éteindre. Donc en attaque, c'est clair que c'est pas un scoreur. La plupart de ses points, il les met en transition ou en catch and shoot. Ses pourcentages sont pas non plus ouf globalement, même si son 40% à 3 points est très propre lui, et c'est aussi parce qu'il prend la majorité de ses shoots à 3 points, et c'est vrai que sa panoplie n'est pas très large. Il fait surtout du catch and shoot en dégonnant de loin et en attendant au périmètre. Mais globalement, ces 3 points, il les met, et c'est déjà ça. Donc même si sa panoplie est pas ouf, même si son éventail est pas ouf, mais ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire profiter du spacing des joueurs comme Kevin Durant, Kyrie Irving, voire même Ben Simmons, qui lui va pas shooter de loin, mais peut attirer la défense en lui quand il porte la balle, et tu te mets dans le corner ou tu te mets à 45, et lui aussi il va dégainer, il va les mettre. Donc oui, son rôle de 3&D, il l'occupe sans souci, et il l'occupe en brillant aussi. Mais moi ce que je trouve appréciable,
c'est que même si c'est pas un scoreur né, il est loin d'être inutile en attaque, enfin il fait autre chose que ses 3 points, parce que oui, il score moins de 10 points par match, mais moi je trouve qu'il a un vrai rôle dans le collectif et la circulation de balles. Moi je me rappelle quand il était à Utah, on le comparait un peu au Draymond Green du pauvre. Alors je sais que Draymond Green c'est un joueur atypique et vous savez à quel point les comparaisons, j'aime pas ça, n'empêche que j'arrive à comprendre pourquoi on trouvait des similitudes dans leur jeu, parce que même s'il en est pas non plus au niveau de Draymond Green dans le playmaking et la vision de jeu, ben ça reste quand même un excellent passeur, Royce O'Neal, qui est un vrai QI basket, qui sait jouer et qui est un vrai rouage pour une attaque qui est bien huilée à Brooklyn, notamment depuis l'arrivée de Jack Vaughn, qui l'utilise parfaitement, je trouve, dans son rôle de facilitateur. Et dans ce rôle-là, on a un Royce O'Neal dans ce costume-là qui s'éclate vraiment. C'est devenu aujourd'hui un titulaire à part entière du côté des Nets, et c'est une vraie raison, moi je trouve, en jouant dans l'ombre, pour laquelle cette équipe des Nets tourne bien depuis ces derniers temps. C'est un mec qui apporte du liant dans un collectif, et même si forcément ça suffit pas pour être au tier 1, ou peut-être pas, enfin on verra, ou pour être trop bien classé, mais je trouve que c'est important, au milieu des stars, d'avoir un joueur comme ça, qui défend fort, qui met des 3 points, et qui participe au collectif, et qui s'en sort bien. Donc non, c'est clairement pas un All-Star, mais c'est quand même un facilitateur de luxe dans une équipe ambitieuse, qui va apporter du shoot et du playmaking, mais qui a aussi une vraie capacité à donner le ton défensivement et à apporter les autres dans son sillage. Et pour moi, il a tout ce qu'il faut pour être un role-player de grande qualité dans une équipe comme les Nets. Et Royce O'Neal, ça fait plaisir, ça montre que vous donnez du crédit aux role-players, surtout dans les équipes qui gagnent, parce que vous êtes 68% à l'avoir mis à l'échelon numéro 3. Et vous étiez 32% à le mettre en dessous. Et moi, franchement, ok, c'est sûrement le moins bon scoreur de tout cet échelon, mais pour cet impact de role-player et pour savoir faire ce qu'il faut quand il faut, et pour correspondre exactement à ce dont ont besoin les Nets, moi ça me va. C'est peut-être pas le meilleur de cet échelon numéro 3, c'est sûr, peut-être qu'il fait partie du bas de cet échelon numéro 3, mais pour moi c'est mérité, dans cette équipe qui gagne, d'avoir un Royce O'Neal aussi haut. Et ouais, franchement, je comprends ceux qui l'ont mis aussi à l'échelon numéro 4, j'aurais hésité entre les deux pour être honnête, mais je trouve que c'est mérité. C'est bien de lui donner du crédit pour tout ce qu'il fait chez ces Nets. Allez, on passe aux 4 derniers, et maintenant c'est l'heure de parler de Jaylen Brown des Celtics, qui cette saison tourne à 27 points, 7 rebonds, 3 passes, 49% au tir et 33% à 3 points. Cette saison, de toute façon, c'est simple, les Celtics, c'est l'équipe, jusque-là en tout cas, qui a le meilleur bilan de la ligue, et comme d'habitude, tout le monde donne énormément de crédit, et c'est mérité pour Jason Tatum. Je suis curieux, je suis étonné de pas parler de lui aujourd'hui, pardon, mais on parlera de lui dans le prochain live, parce que Basketball Référence l'a mis comme un ailier fort. N'empêche que moi, on parle de Jaylen Brown aujourd'hui, et je me dis que sans Jaylen Brown, cette équipe, elle serait définitivement pas la même à Boston. Comme d'habitude, lui, il est un petit peu dans l'ombre quand même. J'ai l'impression qu'on parle pas assez de lui. Il a pas été titulaire au All-Star Game. Alors bon, franchement, les choix de Kyrie Irving et Donovan Mitchell, je vais pas les critiquer. Eux aussi, ils méritent. Donc il avait une grosse concurrence. Mais clairement, moi je dis que au moins autant que les autres, il méritait, vu son impact dans une équipe qui gagne autant que ce que Boston gagne. Déjà en tant que scoreur, il sait tout faire. Il marque 27 points par match quand même. Et tous ces points, il les marque de plein de façons différentes. Il les marque aux 3 niveaux. Aussi bien en drive, aussi bien à mi-distance, aussi bien à 3 points, aussi bien en créant, aussi bien en pull-up, aussi bien en catch and shoot, vraiment un éventail de fou, avec une vraie justesse aussi, une vraie connaissance de ses spots, avec des qualités athlétiques aussi qui lui permettent d'avoir des très bons pourcentages, en attaquant le cercle quand il faut. Vraiment, je le trouve très juste là aussi. Il arrive toujours à trouver les bons espaces, toujours poser ses bons appuis, et je trouve ça cool. On peut ajouter à ça que c'est un shooter qui est très correct de loin, qui peut également vivre dans la zone intermédiaire, à mi-distance, sans souci créer son tir. Je peux ajouter, j'ai pas le choix, il faut absolument que j'ajoute son impact en défense, où je le trouve toujours très saignant, toujours intelligent, où il va défendre à chaque fois sur des joueurs référencés, et il va à chaque fois les gêner fort, et quoi dire de plus? On a un Jaylen Brown qui est un joueur propre, un joueur intelligent, avec une justesse folle, qui arrive à jouer avec son cerveau, qui utilise vraiment ses qualités physiques à bon escient aussi, avec un QI basket qui lui permet vraiment d'exister, malgré la présence de Tatum, et ça, respect à lui. Il y a pas mal de joueurs qui seraient un petit peu éteints ou invisibles à côté d'un joueur comme Tatum, mais non, on a un Brown qui justement arrive vraiment à doser. Il arrive à s'effacer quand il faut, en laissant le lead à Tatum quand il est chaud, mais quand on a un Tatum qui connaît des coups de mou un petit peu dans un match, ou quand on a un Tatum qui passe sur le banc et qu'on n'a plus que Brown sur le terrain, il peut aussi très bien prendre toutes les responsabilités quand les Celtics ont besoin de lui. Et moi je trouve que c'est fort, surtout qu'il le fait quel que soit le domaine, en attaque comme en défense, il y arrive. Et si on ajoute à ça qu'il force quasiment jamais rien, qu'il joue quasiment tout le temps parfaitement dans le flow du jeu, mais moi je trouve que même si on en parle peu et qu'on parle beaucoup plus de Tatum, Jaylen Brown, c'est l'une des vraies raisons pour lesquelles Boston joue si bien. Il peut planter 45 points, il y a d'autres matchs où il va prendre 15 rebonds, il peut défendre le plomb, il trouvera toujours un moyen de contribuer à faire
tout ce qu'il faut pour cette équipe, hein. Dès que cette équipe va avoir une faille ou une faiblesse, Jaylen Brown il va la compenser, et même dans un match, moi je trouve, où on l'aura pas trop vu, il pourra surpasser dans les quatrièmes quarts, pour essayer de mettre les shoots qu'il faut pour aller vers la win, pour faire la petite passe qu'il faut, pour essayer de mettre la contre-attaque qu'il faut, prendre le rebond qu'il faut, ou faire le stop qu'il faut défensivement. Non, franchement, ouais, Jaylen Brown, il n'y a pas le choix de le dire, c'est un joueur hyper qualitatif comme je les aime, qui sait tout faire, et qui mérite sûrement encore plus de respect que ce qu'il a actuellement, je pense. Alors pour Jaylen Brown, je crois que ça y est, on a notre premier joueur au tier 1, vu que vous êtes 76%, à l'avoir mis à cet étage, à l'avoir mis à cet échelon numéro 1, l'échelon des gods. Vous étiez 21% à le mettre au tier 2, 3% au tier 3, ça je comprends pas. Je comprends, hein, ceux qui l'ont mis au tier 2, vu que c'est pas un franchise player référencé, vu que c'est plutôt Tatum le franchise player, donc je comprends ceux qui l'ont mis au tier 2, mais moi je l'aurais mis au tier 1. J'ai vu que certains lui reprochaient un petit peu son manque d'envie de temps en temps et son irrégularité sur certains matchs ou sur certaines phases de jeu, à s'effacer un peu trop, mais moi je veux pas lui reprocher ça, et je le mettais aussi au tier 1, parce que même je trouve que même quand il s'efface, il le fait au service de l'équipe, et même si sa sélection de tir, comme j'ai lu aussi dans le chat, peut être parfois critiquable, cette année je la trouve de plus en plus intelligente, en attaquant beaucoup plus le cercle, et puis même s'il prend des shoots durs parfois, il les met quoi globalement, et ses pourcentages sont très bons, donc oui, Jaylen Brown au tier 1, moi ça me semble très bien et mérité. Maintenant, DeMar DeRozan des Chicago Bulls, qui cette saison tourne à 26 points, 5 rebonds et 5 passes, à 51% au tir. Bon, 27% à 3 points, mais on le sait, DeMar DeRozan, ça n'a jamais été un shooter de loin, et de toute façon, son volume de shoot de loin n'est pas trop important. Globalement, quand même, on a des Bulls qui sont en galère cette saison, mais j'ai pas trop envie d'en vouloir énormément à DeRozan pour ça, qui lui, à 33 ans, sans être non plus une méga superstar, je trouve qu'il joue bien son jeu et qu'il répond aux attentes. Encore une fois, on juge pas sur les attentes aujourd'hui, mais moi je trouve que il répond à son rôle. C'est un attaquant qui est très gifté malgré son manque de shoot extérieur, qui continue à vivre dans la zone intermédiaire à mi-distance, et vraiment quand il est chaud sur ses mid-range, il a un côté indéfendable, hein, c'est toujours le mid-range king. Franchement, on en parlait énormément l'année dernière où il était limite candidat pour le MVP. Là, c'est plus le cas parce que les Bulls sont plus en galère, mais il est toujours très fort, et même si il va moins mettre de game winner que ce qu'il a fait l'année dernière, ça reste toujours l'un des joueurs qui score le plus de toute la NBA dans les quatrièmes quart-temps, et ça aussi, ça mérite d'être mis en valeur. C'est un super créateur pour lui-même, qui a aucun mal à accéder à ses spots, vraiment, et ça lui permet de jouer avec confiance, mais aussi, je trouve que il arrive, alors très bien à lâcher la balle, très bien, c'est peut-être un petit peu abusé, mais non, il arrive quand même à lâcher la balle à ses coéquipiers quand ils sont mieux placés, pardon, et ce que j'apprécie en fait chez DeMar DeRozan, et ça se voit dans les shoots qu'il prend, c'est qu'il a de vraies qualités, je trouve, dans la prise de décision, et c'est ce qui lui permet aussi d'avoir des pourcentages au shoot très propres. Il connaît ses qualités, il connaît ses forces, et il va vraiment réussir à capitaliser dessus. Et ça, il le fait alors que soir après soir, il est quand même ciblé par les défenses adverses. Donc oui, il fait moins de cartons offensifs que l'an dernier, même s'il a fait une pointe à 46 points en début de saison, mais quand même, de façon générale un petit peu, même si ça lui arrive de passer à côté de certains matchs quand ses shoots rentrent pas et qu'il y a cette petite irrégularité qui est embêtante, ça reste assez rare, et moi c'est quand même un joueur que je trouve globalement très constant, parce qu'il sait toujours qu'il pourra compter sur ses shoots à mi-distance qui vont continuer à rentrer match après match. C'est très rare qu'il en mette peu, et ça c'est sa grosse qualité à DeMar DeRozan. Maintenant, ouais, c'est clair qu'aujourd'hui il est trop juste pour porter une équipe comme les Bulls à lui tout seul. Il vieillit, il vient de passer la barre symbolique des 1000 matchs joués, et sans un Lavine qui serait plus propre, plus percutant, plus juste et qui défendrait plus, mais c'est dur de permettre aux Bulls d'exister, quoi. Donc il lui manque aussi peut-être le charisme du leader pour être encore au-dessus, pour passer encore un step, parce que c'est quand même un joueur qui est un petit peu taiseux, et ça lui permettrait de mieux guider l'équipe de Chicago, peut-être, s'il avait ce côté plus leader charismatique. Mais voilà, moi au moins je me dis que lui, il sait jouer son jeu à lui, le DeMar DeRozan game, celui qu'il a créé lui-même avec ses forces et ses faiblesses, et moi je trouve que c'est très respectable qu'il soit conscient de ça, qu'il sache vraiment essayer de diminuer ses faiblesses pour augmenter ses forces, et voir que soir après soir il arrive à capitaliser sur son niveau de jeu et ses principales qualités pour être efficace un minimum, et voilà. Donc ok, les Bulls sont décevants, mais moi j'ai pas trop envie de jeter la pierre à DeMar DeRozan pour ça cette saison. Pour DeRozan, vous êtes globalement assez d'accord entre vous, vous êtes 63% à le mettre au tier 2, vous étiez 33% à le mettre au tier 1, 4% au tier 3. Non, pour moi, tier 3, c'est trop faible pour DeRozan. Tier 1, je peux l'entendre quand même, mais pour moi, c'est quand même un petit peu exagéré de le mettre au tier 1 vu la saison des Bulls. Les Bulls feraient une meilleure saison, ils seraient top 3, top 4 de leur conférence. Ouais, là, je l'aurais mis au tier 1, mais là, c'est difficile. Même si, comme je disais, on peut pas trop lui jeter la pierre. Il lui manque peut-être cet impact et ce côté leader pour porter encore plus la team, comme il l'avait fait l'année dernière, où l'année dernière, c'était un tier 1 no-brainer. Cette saison, pour moi, il a sa place au tier 2. Alors, un bon joueur du tier 2, mais quand je vois la qualité des joueurs qui sont là, c'est mérité, je pense, pour DeMar DeRozan.
Avant-dernier du jour, Mikal Bridges des Suns qui cette saison tourne à 16 points, 4 rebonds, 3 passes, 46% au tir au global et 40% à 3 points. Et quand on va parler de Mikal Bridges, le premier mot, le premier sentiment qu'on a, c'est que c'est un excellent défenseur. Et c'est vrai que c'est mérité. C'est un mec, c'est clairement un lockdown, et ça on le sait déjà depuis quelques années. C'est un mec qui est très long, qui est très mobile, qui est très intelligent de ce côté-là du terrain, et qui est capable d'éteindre vraiment, et j'ai pas peur de le dire, des postes 1, 2, 3, voire même 4, parce qu'il a une vraie mobilité, de vrais outils, un vrai sens du placement, un vrai sens de l'anticipation aussi. Et tout ça c'est cool. C'est un joueur qui se bat de ce côté-là du terrain, en mode Iron Man, hein, le gars qui manque quasiment jamais aucun match, et tout ça, le fait qu'il soit toujours présent, toujours là, je trouve que c'est très représentatif de son côté guerrier qui est prêt à se sacrifier pour l'équipe et apporter, même si c'est pas lui qui sera le plus sous les projecteurs, apporter là où il y a besoin. Et c'est pas étonnant, je trouve, vu son caractère et son envie, qu'il soit fait un spécialiste de la défense. Donc tout ça, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on sait, je trouve, concernant Mikal Bridges, et c'est quelque chose qui est acquis déjà depuis plusieurs saisons, mais je trouve quand même que depuis l'année dernière, même si là on juge que de cette saison, on parle pas assez de son attaque, et je trouve moi vraiment qu'il a fait des progrès chaque année, et que cette année encore il en a fait. Là c'est sa meilleure saison au scoring en carrière, et même si globalement ses pourcentages ils ont un petit peu chuté, je trouve que c'est assez agréable de voir que bien sûr il peut briller de loin un minimum en catch and shoot, tout en commençant à créer un petit peu plus pour lui, à créer de mieux en mieux son tir, sans être exceptionnel quand même, mais il va arriver à anticiper, à voir où sont les spots libres, notamment en mid-range pour sanctionner aussi, à attaquer le cercle aussi de temps en temps, tout en continuant sans arrêt à se créer des points faciles, parce qu'il court fort et il court vite en transition, et ça il l'a très bien compris dans cette équipe de Phoenix. Il pouvait être utile de ce côté-là du terrain aussi. Donc maintenant, oui, c'est sûr que c'est difficile de dire qu'il est super gifté offensivement, c'est clairement pas un scoreur fou, mais je trouve voilà que on parle que de sa défense, et alors qu'il a quand même de vraies qualités offensives qu'il faut pas oublier. C'est pas du tout un joueur par exemple qui joue que d'un côté du terrain. Et d'ailleurs on le dit pas assez, mais depuis la blessure de Booker, moi je trouve qu'il a pris encore un nouveau rôle, encore une nouvelle place, et même si des fois là depuis qu'il est un petit peu plus sur-responsabilisé avec l'absence de Booker parce qu'il a besoin de points, sa sélection de shoot elle est pas excellente, mais au moins il hésite pas à prendre ses responsabilités, et franchement plus souvent que jamais il a de la réussite là-dedans. Là en janvier il a quand même enchaîné 5 matchs de suite entre 21 et 28 points, et franchement ça mérite d'être souligné, et je trouve que c'est plutôt fort. Donc après oui c'est vrai que des fois en attaque on le voit on le voit peut-être pas assez, des fois il se cache un petit peu, et quand ses tirs rentrent pas, comme tous les joueurs de la NBA, il est beaucoup moins utile, mais ça c'est de plus en plus rare, ses tirs, plus ça va, plus il les rentre, et peut-être que cette absence de Booker lui a fait du bien à la confiance aussi. Donc globalement, moi je trouve qu'il continue encore sa progression, qu'il améliore encore ses meilleures qualités, c'est-à-dire ses qualités défensives, et qu'il développe de mieux en mieux ses faiblesses, c'est-à-dire la création pour lui-même, même si bien sûr on voit que des fois il est un peu trop responsabilisé en attaque, et que franchement quand il peut surjouer un petit peu en fait, quand il a trop le ballon et peut s'en mêler les perso quand on lui demande de trop créer. Mais moi je trouve que dernièrement il a quand même montré des flashs prometteurs qui méritent d'être mis en valeur, et ce que j'apprécie avec Mikal Bridges, c'est qu'il devient réellement de plus en plus un joueur qui est accompli des deux côtés du terrain, même si bien sûr offensivement il y a encore probablement des progrès à faire. Et pour Mikal Bridges, il y a eu petit dilemme encore une fois, et je comprends, moi aussi j'aurais hésité entre le tier 2 et le tier 3, de toute façon l'intégralité des votes était entre le tier 2 et le tier 3, et ça va à 62% au niveau du tier 2, et je trouve que c'est plutôt mérité. Maintenant je comprends aussi les 38% qui l'ont mis au tier 3, j'ai l'impression, même si je dis ça un petit peu à la va-vite, que il pourrait être le joueur le meilleur du tier 3 et le joueur le moins bon du tier 2, donc en vrai sa place elle est à 2,5, mais vraiment s'il avait fallu trancher, je pense que j'aurais mis tier 2 aussi, parce que c'est vraiment en train de devenir un two-way player accompli, en tout cas un défenseur déjà d'exception, et même s'il a encore des progrès à faire en attaque, c'est quand même plutôt propre. Maintenant on est quand même déçu de la saison des Suns, même si l'absence de Booker forcément leur a fait beaucoup de mal, mais bon, en parallèle, comme je disais, ça a permis aussi à Mikal Bridges de se révéler encore un peu plus en attaque. Ouais, moi je trouve que en vrai sa place elle est en 2,5, mais s'il avait vraiment fallu trancher, et c'est le but, je vous ai demandé de vraiment trancher, le tier 2 ça s'entend complètement pour Mikal Bridges. OG Anunoby maintenant, du côté des Raptors, qui nous fait une saison à 17.6 rebonds, qui tourne à 46% au shoot et 37% à 3 points. Et moi je trouve que dans une saison assez morose à Toronto, c'est peut-être l'une des meilleures satisfactions de l'équipe. Donc ouais, même si l'équipe est décevante globalement, on a un OG qui fait le taf, parce que défensivement déjà il a un côté freak avec des bras interminables, des bras tentaculaires, qui sait très bien utiliser aussi, des appuis qui sont bons, une bonne rapidité latérale, et ça se sent aussi, tous les ans je trouve qu'il a fait des progrès, il est de moins en moins naïf et il est de plus en plus utile défensivement. Là il est clairement dans la course au DPOY, ou au moins dans les All-NBA Team, et vraiment ça montre les énormes progrès qu'il a fait de ce côté là du terrain. C'est un mec qui peut switcher sur des arrières, qui peut même défendre dans la peinture aussi grâce à un gros physique, il est
est épais, mine de rien, Anunoby. Il a aussi des super qualités athlétiques. Tout ça, c'est fort et ça mérite d'être mis en valeur, la grosse défense de OG Anunoby. Mais moi, je trouve qu'en attaque également, il fait le taf. C'est un bon shooter de loin en catch and shoot. Et en parallèle, dans la création, même s'il y a encore des progrès à faire, c'est marrant parce que je trouve pas mal de similitudes avec Michael Bridges dont on parlait juste avant. On a un joueur qui a mûri aussi, qui est beaucoup moins raw, beaucoup moins brut, qui a amélioré un petit peu son handle et qui aujourd'hui a beaucoup plus de qualité à la création et en 1 contre 1, qui sait aussi aller chercher des points sous le panier et ça lui fait du bien. À une époque, c'était surtout un 3&D qui balançait des shoots en catch and shoot. Maintenant, même si c'est pas non plus un expert dans le domaine, il arrive à créer et tout ça, je trouve que c'est plutôt bien et c'est plutôt intéressant à souligner. Après, même si ça se voit pas trop dans les stats, c'est quand même un joueur que je trouve plus efficace, qui joue plus juste aussi et qui là, ça se sent, hein, il intéresse pas mal de monde et il a une vraie valeur sur le marché des transferts parce que beaucoup d'équipes veulent un two-way player comme lui et il y a pas mal de rumeurs qui sont sorties dernièrement qui disent qu'il veut quitter Toronto. Alors il y avait déjà la rumeur qui avait commencé l'été dernier, là elles sont revenues à l'approche de la deadline et là c'est clair que si Toronto est prête à le lâcher et qu'il y a une équipe qui met l'offre qu'il faut sur la table, ouais, il pourrait bouger, mais à mon avis, vu la valeur qu'il est en train de prendre dans cette équipe des Raptors, il va falloir lâcher pas mal d'assets. Donc après, moi je pense pas qu'il faille trop le responsabiliser aussi, il pourrait vite montrer ses limites là-dedans, mais si tu le mets en tant qu'option 2 ou 3 en attaque dans une équipe qui a des ambitions, ou en plus de ça, il va tout défoncer en défense, je me dis que ouais, c'est un OG Anunoby, il pourrait largement faire le taf chez un contender. Donc maintenant, il faut pas non plus trop compter sur lui pour faire d'immenses cartons, même si 2-3 fois il a atteint ou dépassé les 30 points cette saison, mais peu importe, moi c'est un joueur que je vais trouver régulier, qui va apporter de l'intensité tous les soirs des deux côtés du terrain, qui va jouer un basket de la win, et ça c'est important si jamais il va chez un contender. Maintenant il a 25 ans, on a l'impression qu'il est plus âgé que ça, hein, mais il a 25 ans, et c'est un joueur qui est sûr, sur qui on peut compter fort aussi, je me dis, et ça, pour moi, quand en plus de ça, je le vois commettre de moins en moins de déchets, je me dis que c'est le meilleur symbole de sa progression, et j'ai envie d'applaudir OG Anunoby pour son début de saison à Toronto, qui est dans un niveau qui est fort respectable, en tout cas. Et pour OG Anunoby, le dernier qu'on classe aujourd'hui, ça va être du tier 2 aussi. Alors pareil, il y a eu des votes à pas mal d'étages, vous étiez 60% à le mettre à cet étage-là, 30% à le mettre au tier 3, 10% au tier 1, ça me semble quand même trop. Pour moi, c'est un petit peu la même situation que Bridges, hein. Je parlais de similitudes dans leur jeu, et c'est vrai, on a deux experts en défense, deux mecs qui ont des petits soucis à la création, mais qui ont énormément progressé dans le domaine, qui peuvent mettre des tirs de loin. Moi, je trouve que c'est normal de les mettre dans le même range, et quand je disais on pouvait hésiter concernant Michael Bridges entre le tier 2 et le tier 3, je pense que c'est les mêmes hésitations avec OG Anunoby, mais si j'avais dû me positionner, je pense que moi aussi je l'aurais mis au tier 2, et donc let's go, hein, le voir quand même aux côtés de joueurs comme DeRozan, Markkanen, Butler, George, Ingram et Leonard, ça montre l'énorme saison qu'il est en train de faire à Toronto, OG Anunoby. Peut-être que le seul truc qui lui manque, pour avoir vraiment un tier 2 définitif et sans discussion possible, c'est que Toronto est un meilleur bilan. Mais sinon, sans ça, je pense qu'on a un OG Anunoby qui nous fait quand même une grosse saison à Toronto, et clairement, si vraiment il doit partir avant la deadline du 9 février, je pense que Toronto va pouvoir négocier une belle offre, mais que lui, il pourra rendre service à énormément d'équipes. Je pense l'intégralité des équipes NBA. Épilogue. Du coup, si on fait le bilan, moi il y a quand même quelque chose qui me marque un petit peu, c'est, encore une fois, hein, je vous le disais en début de live, c'est ces choix de poste de basketball référence. Parce que pour moi, il manque quand même des ailiers qui auraient clairement pu parler du tier 1. Il nous manque du Jason Tatum, il nous manque du Kevin Durant, et il nous manque du LeBron James. Pour moi, ça, c'est des mecs que si j'avais fait les postes moi-même, j'aurais abordé dans le live d'aujourd'hui, et qui, je pense, se seraient retrouvés au tier 1. Bon, le truc, c'est qu'on va en parler la semaine prochaine avec les ailiers forts. Non, pas la semaine prochaine, mais dans le prochain live tiers, je pense dans 2 semaines, a priori, et là je pense qu'on va avoir vraiment des très gros noms. Manquez pas ce live parce que ça va parler fort de gros joueurs, vu tous les joueurs de qualité que Basketball Référence a mis en tant qu'ailier fort. Mais bon, peu importe, comme je disais, on changera ce fonctionnement des postes l'année prochaine. Pour l'instant on fait avec, et ce qu'on se rend compte en fait, c'est que malgré des gros joueurs présents, hein, comme je disais juste avant, des mecs comme Kawhi Leonard, Ingram, Paul George, Butler, et bien finalement on n'a qu'un seul joueur au tier 1, et je trouve que c'est amplement mérité, c'est Jaylen Brown. Derrière, on a des joueurs qui soit ont manqué trop de matchs, soit ont été irréguliers, soit ont été pas mal blessés, soit sont un petit peu décevants, ou soit font des grosses saisons alors qu'ils auraient... Enfin voilà, pour moi par exemple on a Kawhi Leonard, Ingram, Paul George, Jimmy Butler et DeRozan qui... peut-être l'année dernière, ou en tout cas dans le niveau intrinsèque, pourrait mériter le tier 1, mais pour des raisons soit collectives, soit de blessures, soit d'irrégularité, sont au tier 2, et des mecs comme Markkanen, qui lui, pourrait presque viser le tier 1, mais il manque un petit peu de win du côté de Utah, et finalement des mecs comme Michael Bridges et OG Anunoby, que peu de monde aurait imaginé au tier 2 avec ces mecs-là, et qui finalement font une si grosse saison des deux côtés du terrain, qui se retrouvent aussi à cet échelon-là, qui est assez hétérogène dans les profils, mais moi je comprends que ces joueurs soient pas au tier 1, et pas au tier 3 non plus.
plus. D'ailleurs, à ce tier numéro 3, on a Bénédicte Mathurin, Michael Porter Jr., DeAndre Hunter, Andrew Wiggins, Keldon Johnson, Franz Wagner et Royce O'Neal. Là, ce que j'aime bien, c'est que soit on a des scoreurs, soit des role-players plus, des joueurs qui sont très utiles à leur équipe, ou même si on a un Andrew Wiggins qu'on aurait pu imaginer plus haut, un Michael Porter Jr. qu'on espérerait plus haut au vu de son contrat, même si on n'en parle pas, mais je trouve que c'est pas mal de voir différents profils, encore une fois, des très jeunes, comme Franz Wagner ou comme Bénédicte Mathurin, et des joueurs plutôt complets qui ont un très gros rôle. Content aussi de voir Royce O'Neal à cet étage-là, même si c'est peut-être le plus faible de cet échelon-là. Je suis quand même content de voir, je l'ai déjà dit, mais de voir qu'il est là, avec tout l'apport qu'il a dans cette équipe des Nets qui fonctionne bien ces derniers temps. Au tir fort, on a des joueurs des Pels et des joueurs des Hornets, pour beaucoup quand même, parce qu'on commence avec Herb Jones et Trey Murphy. On retrouve aussi le rookie Keegan Murray, on retrouve Max Strus aussi, et ça finit par Gordon Hayward et Kelly Oubre. Là, un petit peu compliqué, soit c'est des bonnes surprises, soit c'est des joueurs qui jouent surtout d'un côté du terrain, comme on disait, Herb Jones et Trey Murphy. On a un Keegan Murray qui lui est beaucoup plus polyvalent, mais qui est peut-être un petit peu trop timide, un Max Strus qui heureusement apporte dans sa polyvalence mais qui est aussi un shooter, et des Hayward et Kelly Oubre qui déçoivent un petit peu dans cette équipe de Charlotte qui déçoit également, mais qui ont quand même un vrai talent, en tout cas trop de talent je pense pour être au tier 5. Donc encore une fois des profils différents, mais des raisons qui s'entendent pour lesquelles vous les avez mis au tier fort. Moi je suis plutôt d'accord avec ça. Et au tier 5 on boucle ce live avec des mecs comme Corey Kispert qui est sûrement trop unidimensionnel, un Saddiq Bey qui est sûrement trop maladroit cette saison, tout comme un Reggie Bullock qui est sûrement trop maladroit lui aussi. Des joueurs qui déçoivent globalement et qui ont du temps de jeu mais qui répondent pas tout à fait aux attentes. Alors je sais bien que c'est pas un critère, mais qui dans l'impact sont peut-être pas assez réguliers et assez performants. Offensivement, Saddiq Bey et Reggie Bullock qui mettent pas leur shoot alors que c'est censé être des shooters, c'est compliqué. Et Corey Kispert lui il met ses shoots mais il fait vraiment que ça, donc c'est compliqué aussi. Et je trouve que ça s'entend aussi que tous les trois soient au tier 5. Et globalement, bravo à vous encore une fois parce qu'on a fait un tableau que même s'il y avait des discussions sur pas mal de joueurs et desquels on a parlé, pas mal de dilemmes aussi, on l'a vu, des joueurs qui se retrouveraient entre deux tiers, mais je trouve qu'il y a de la cohérence dans ce tableau, et donc c'était encore très plaisant de faire tout ça avec vous. Voilà pour ce qui est des ailiers cette saison en NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ce tableau élaboré par la commu vous convient? Est-ce que vous auriez modifié des choses? Quel est pour vous votre plus gros désaccord là-dedans? Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude ça m'intéresse à fond. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Vous êtes une vraie mif, vous apportez un soutien de ouf, et avec les vues globalement chez tout le monde apparemment qui baissent chez YouTube, ça m'apporte à fond, alors s'il vous plaît n'arrêtez jamais. Et si jamais vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, n'hésitez plus, toutes les infos seront dans la description. À très vite.